Salut à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, merci de nous retrouver à l'instant sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 Le Zénith, votre talk show d'information, d'analyse, mais surtout de partage des idées et tout ce qui gravite autour du Cameroun. Vous nous faites plaisir tous les matins en restant de nos côtés et merci à ceux et celles qui à l'instant nous retrouvent. Nous saluons bien sûr la communauté camerounaise qui est en émoi depuis samedi 24 octobre dernier à la suite de la tuerie de ses enfants dans la Mémé aujourd'hui. On parle bien évidemment de Kumba au quartier Fiango, ces enfants qui ne demandaient qu'à aller à l'école, tués brutalement à travers ces revendications reconnues dans les zones aujourd'hui qui sont en conflit, notamment le nord et le sud-est Cameroun, conflit armé entre les belligérants. Finalement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait une sortie hier dans laquelle il fait savoir que l'un des assaillants a été neutralisé par l'armée, dit-on, républicaine aujourd'hui. Madame, messieurs, question, est-ce qu'on pourrait effectivement dire unanimement que cette sortie peut être crédible? Crédible, peut-être oui, mais pourquoi tout de suite faire une enquête ou une pré-enquête? Ne serait-ce peut-être pas l'occasion de mettre en place une commission indépendante pour livrer les résultats d'enquête de cette tuerie qui ne fait plaisir à personne? Pourquoi anticiper tout de suite? Pourquoi faire cette sortie et dire justement que ceci a été neutralisé? Madame, Messieurs, des questions qui nous interpellent. Et nous allons bien évidemment le dire que hier, alors que nous étions en pleine antenne, nous nous posions des questions à savoir où était le chef de l'État. Pourquoi ne se prononce-t-il pas? Pourquoi ne parle-t-il pas aux Camerounais? Pourquoi ne vient-il pas rassurer le peuple camerounais à la suite de ce massacre? Éloigné pour avoir été élu quand même par 71,28% à la dernière élection présidentielle. Où est Paul Biya exactement? Les tweets remplacent-ils le chef de l'État ou encore le décret d'hier le remplace-t-il? Et parlons même de ce décret. Peut-on avoir le décret signé avec le cachet en couleur et la signature exacte portée même de la main de Paul Biya? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se posent la question sur la véracité même de ce décret. Madame, Messieurs, on en parle. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. La grande équipe est au complet. Il y a avec elle encore des sujets qui énervent, oui, qui énervent, mais des sujets également qui nous permettent de comprendre le Cameroun. Charles Amembachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre Henri Eyebea ici. Ça ne va pas du côté des Foulane à Yaoundé. Cela fait quelques jours que les populations des Foulane ne cessent de se poser des questions et les requêtes adressées au maire de la ville ne trouvent pas de réponse. Y a-t-il complicité entre le maire et les responsables de la mairie? J'ai bien envie de dire le maire de la ville et le maire de la commune d'arrondissement de Foulane. Point d'interrogation. Une chose est sûre, des croix de Saint-André sont apposées sur des domiciles. Des domiciles de personnes ayant normalement acheté leur terrain auprès des autochtones et ont construit leur domicile. On dit qu'on va casser ces maisons. Pourquoi casser ces maisons alors qu'elles n'empiètent pas sur le domaine public de l'État? Elles ne sont pas sur le terrain de l'État, elles sont sur une propriété coutumière. On dit qu'on va les démolir pour la construction d'une piscine nationale. De quelle piscine nationale parle-t-on? Lorsqu'on vient badigeonner la croix de Saint-André sur une maison, on saute 2 maisons, on badigeonne, on saute 3-4 maisons, on rebadigeonne. N'y a-t-il pas là de voir une provocation des différentes populations lorsqu'on sait que ces croix sont apposées sur des maisons tout à fait particulières? Allez savoir. Ce qui est encore surprenant à la suite de cette histoire, c'est que lorsque les populations vont se plaindre, des deux côtés, des questions sont posées, que ce soit au niveau de la région ou encore au niveau de la préfecture, on leur demande, est-ce que vous avez pu identifier des gens qui viennent apposer des croix de Saint-André sur vos maisons? Une question qui sort de l'ordinaire. Qui devait répondre à ça? Le maire de la ville. Le maire de la ville ou le ministre des Domaines. Le terrain a un titre maire. Toute la zone des Foulanes, c'est pas un bloc, c'est toute la zone des Foulanes. Mais on dit qu'on veut faire une piscine nationale. Mais le drame, monsieur Michel Ngachou, c'est qu'on vient badigeonner. Olympique ou national? Oh, c'est olympique ou c'est national. On vient badigeonner une maison, on saute 3 maisons,
on rebadigeonne. On saute 4 maisons, on rebadigeonne. Cette piscine aura quelle forme, monsieur Michel Gachou? Attendons de voir ce que ça donnera. Mais surtout, gardons l'œil ouvert et en rassurant les populations des Foulanes et en leur demandant également de rester très vigilants, en interpellant le maire de la ville de Yaoundé aujourd'hui sur cette question. D'ailleurs, le maire qu'on dit qu'on ne retrouve pas facilement, hein, on ne parle pas au maire facilement, le maire ne reçoit pas les gens. Il ne reçoit pas, surtout. Donc, d'aucuns disent même encore que vaudrait mieux avoir un Timivuna. Parce qu'un Timivuna, au moins, c'est écouter les gens. Apparemment, celui-ci est plus compliqué que l'autre. En tout cas, on ne fait pas de commentaires. Bonbon Bengan Kandi, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Eh bien, lui, il est là. C'est le chairman du Social Democratic Front, John Frundi. Il annonce un culte œcuménique dimanche 1er novembre dans sa résidence proche de Yaoundé, dans la banlieue de Yaoundé, pour, dit-il, commencer d'abord à commémorer les disparus du SDF. Est-ce pour le chairman du SDF un moment de relance de son parti? Attendons de voir. Mais le chairman resté longtemps absent, il se fait déjà venir. Mais attendons, est-ce que dimanche, ça pourra être là, il pourra être là, pourrait ne pas être là? En fait, je ne le dis pas relativement aux absences du chairman du Social Democratic Front, mais relativement à l'entrepreneur en chef du gouvernement. Donc, mais je ne transpose pas. Mais je souhaite bien bon retour au chairman du Social Democratic Front, qui ne nous fasse pas un faux bon, qui revient. Merci. Attendons justement de voir son retour au Cameroun dans les jours à venir. Madame, monsieur John Frundi, comme le disait Maman Bengan, arrivera-t-il? Et oui, dans cette relance du Social Democratic Front aujourd'hui, le parti n'est peut-être pas en lambeau, hein, Maman Bengan? Non, le parti n'est pas en lambeau, mais le parti a des sons de cloche divergents. Donc, il n'y a personne pour mettre en ordre, mettre une cohésion. Donc, je pense que son arrivée pourra mettre ses camarades en bon ordre, en cohésion. Et nous saluons bien sûr ce matin les députés et honorables Jean-Michel Mintier, y compris Joshua aussi, qui sont bien évidemment des hauts cadres de ce parti et qui sont dans les pouvoirs, on va dire, décisionnaires. Oui, tout à fait. Allez, Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à nos téléspectateurs. On parle ce matin. Il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a essuyé une objection d'une femme, une sœur en Christ, qui a semblé vouloir expliquer au ministre que toute autorité vient de Dieu, tout pouvoir vient de Dieu, alors que le ministre tentait de faire comprendre au public présent dans cette conférence que notamment le président de la République est une autorité qui vient de Dieu et donc toutes les décisions qu'il prendrait seraient aussi venues de Dieu. Cette femme a dit non, objection, toute autorité vient de Dieu et les hommes, eux, ils peuvent périr, mais toute autorité vient de Dieu. Après, elle a continué même sa conférence à l'extérieur en disant qu'elle a eu une vision dans laquelle tout partirait de la tête du Cameroun pour le bas. Maintenant, je vous invite à suivre parce que après, je ne vais pas tout traduire pour vous. On va peut-être pas revenir sur ce vidéogramme ce matin parce que il est largement commenté sur les réseaux sociaux effectivement, mais surtout on dira que c'est un fait qui fait courir la toile et le ministre Atangandji de l'administration territoriale pratiquement humilié par cette femme, mais surtout très bien encadrée aussi. On va dire la dame était très bien encadrée, mise dans un coin, sans être brutalisée. Elle s'est exprimée librement, mais surtout elle a fait passer sa prophétie. Voilà. Ça fait partie du système anglophone, c'est comme ça. Les débats dans le système anglophone sont ouverts. Voilà. C'est public. Lorsque l'autorité s'exprime, on peut réagir. C'est pas dans le système francophone où c'est la répression sauvage et barbare. Merci. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs et mes respects à toutes les femmes qui ont manifesté leur mécontentement, qui ont manifesté leur courroux hier au rond-point d'Eido. On a vu des femmes courageuses, des femmes indignées, des femmes outragées qui ont décidé de porter la révolution. Et vous le savez, la véritable révolution est de dénoncer ce qu'il y a de mal. Et ces femmes, elles l'ont fait. Donc, on attend la prochaine étape. La prochaine étape, effectivement, avec ces dames, on les attend. Mais hier, on a dit justement qu'au niveau du carrefour d'Eido, le rond-point d'Eido, ça n'a pas été évident. Hein. Mais c'est un courage. Elles ont bravé, bien sûr, les forces de maintien de l'ordre qui étaient là. Oui. Ben, la femme peut libérer ce pays, on le sentit. La femme va libérer ce pays. Ah, la femme va libérer ce pays. Oui.
En tout cas, avant d'aller voir les femmes, madame, monsieur, sachons ce que l'histoire du jour nous présentera. C'est l'histoire d'une femme. Encore, avec une femme. Encore, oui. Je ne sais pas de quel côté elle sera dans l'histoire. Elle raconte que lorsqu'elle a eu 17 ans, elle sortait avec un jeune homme de sa trempe d'âge et malheureusement, la relation n'a pas bien tourné entre les deux et finalement, ils se sont séparés. Sauf qu'après la séparation, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle est enceinte et il ne pouvait plus rien se passer avec l'autre. Lui, il est parti de son côté. Et juste à côté, elle a fait la rencontre d'un autre qui lui a fait des avances et directement, elle a accepté et ils sont passés à l'acte et elle lui a dit qu'elle était enceinte de lui. Attends, reprenons. C'est très grave. Reprenons pour qu'on comprenne bien. C'est une jeune fille, une jeunette, qui sortait avec un jeune homme. Oui. Elle était âgée de 17 ans à cette époque-là. Et ça ne marchait pas entre tous les deux. Et le frère de celui-là est venu lui dire que c'est terminé entre mon frère et toi. Plus jamais tu ne l'appelleras et lui ne t'appellera. Et chacun prend ses routes. À 17 ans. Oui, elle prend sa route. Sauf que quelques semaines, elle se rend compte qu'en fait, le mec l'a mise enceinte avant de partir. D'accord. Et juste à côté, il y avait un autre garçon qui lui comptait fleurette. Et elle est passée directement à l'acte avec lui. Et elle lui a dit qu'elle était enceinte de lui. Donc elle a attribué la paternité de l'enfant de la précédente relation au nouveau. Parce qu'elle a directement... vous voyez, voilà. Et elle a donné naissance au bébé. Celui-là a dit d'accord, je suis le père de l'enfant, je vais m'en occuper. Il a payé les yettes et tout. Et lorsqu'elle accouche, le garçon lui demande d'aller s'installer avec sa mère à elle, dans la ville de Douala, ici. Et elle a dit au garçon que non, vraiment, moi, je ne veux pas, je veux rester avec ma famille, je reste de mon côté, je reste chez moi. Le garçon lui a dit, puisque tu refuses de venir là où ma mère se trouve, ton enfant et toi, vous me collez la paix. Donc aujourd'hui, 4 ans après, plus de 5 ans, oui, le garçon et elle, ils ne se sont plus jamais parlé. Et aujourd'hui, elle est dans un autre mariage. Elle a rencontré quelqu'un d'autre dont le nouveau faux père de son enfant aussi est dans la nature, avec un enfant qu'il aurait abandonné quelque part à Yaoundé. Elle s'est mariée, l'enfant est resté avec sa mère et elle est dans un nouveau foyer où elle a un enfant. Sauf que le garçon de la première relation de ses 17 ans va au village et il voit un enfant, c'était le coupé collé, et il appelle la fille, il dit mais attends, l'enfant s'il devrait être le mien, il me ressemble, c'est moi, c'est... Et elle lui dit, effectivement, j'étais enceinte de toi quand tu es partie et tout. Et aujourd'hui, cette jeune femme ne sait pas comment le dire parce que même sa mère ne sait pas qui est le père de son enfant. Véritablement, elle n'a rien dit à personne et elle ne sait pas comment annoncer ça à son mari aujourd'hui et à son père. Elle a peur d'avoir des représailles. Et maintenant, quand on est un homme... L'actuel mari ne sait pas qu'elle est un enfant. Non, il ne sait pas qu'elle a menti sur la paternité de l'enfant. Donc elle a monté sur la paternité de l'enfant. À ses parents. À ses parents d'abord. À son mari et au père de l'enfant. Non, au père de l'enfant d'abord. Il ne sait pas qu'il a. Donc le premier garçon de 17 ans ne sait pas qu'il a un enfant. Le deuxième gars avec qui elle vit, il sait qu'il a un enfant. Il sait que c'est son enfant, mais ce n'est pas son enfant. Oui. Et ça se brouille. Le mari maintenant vit avec elle. Mais il ne sait pas qu'elle a menti sur qui est le père de son enfant. Très bien. Et maintenant, c'est le premier garçon de la première relation qui va au village et rencontre son fils. Donc, s'identifie à son fils. Oui. C'est facile comme ça, c'est trop beau, c'est trop facile. Oui, monsieur Mbachou l'a dit ici, il y a des familles où vous pouvez voler mon enfant. D'accord. Où on se reconnaît effectivement, ce sont les ongles, ce sont les oreilles, ce sont les nez, le nez, les traits de... Et puis, il rappelle la fille... Et il lui dit que ça tu es sûr que... Voilà. Voilà. Et elle lui a dit, oui, effectivement, c'est ton enfant. Et il veut récupérer l'enfant aujourd'hui. Bon, et le deuxième, le mari, mais non. Bon, comment dire alors à son mari que, en fait, je t'avais menti sur qui était le père de Papou? Ouais. Elles sont gentilles, et à les sa femmes. mère aussi. Vous pensez qu'elles sont gentilles, les femmes de Dominique Audrey? Soyons sérieux. Est-ce que c'est une affaire de gentillesse? Comment vous analysez ça? Parce que qu'est-ce qui empêche à la fille de dire la vérité? Pourquoi la vérité fait problème? Pourquoi c'est difficile de dire la vérité? Pourquoi c'est difficile de construire des relations sur la base de la vérité, de la confiance, du sérieux, de l'amour? Qu'est-ce qui fait problème? On a cette posture lorsqu'on n'est pas en face de cette situation-là. Vous avez 17 ans, vous vous retrouvez enceinte avec un gars qui est parti, vous ne savez même pas comment le joindre, toute la famille vous a dit plus jamais, ne nous appelle plus. Et là, sans réfléchir, malheureusement, elle n'a pas pris la peine de réfléchir. Elle a collé cet enfant à un autre garçon qui en a assumé la paternité, du moins de façon financière, parce qu'après l'accouchement, il a dit que lui ne s'en occuperait plus. Il est parti comme ça.
c'est répréhensible d'avoir ce genre de comportement parce que sur le plan, je ne sais pas si je devrais dire spirituel ou traditionnel, on va nous l'expliquer, ça a des conséquences. Parce que la question est de savoir, est-ce que ces erreurs peuvent toucher l'enfant? Effectivement, madame, parce que votre enfant, vous l'avez conçu dans le mensonge. Vous l'avez élevé dans le mensonge. Aujourd'hui, avec votre mari, il aura de la peine à être sûr d'être le père des enfants que vous aurez. Parce que précédemment, vous avez eu un mensonge énorme. Je pense qu'on peut mentir à tout le monde, à toute la planète, mais on ne peut pas mentir à sa mère. Ouais. On ne peut pas, on ne doit pas mentir à sa mère. La seule personne qui ne vous jugera pas, la seule personne qui ne vous jettera pas, du moins, oui, c'est votre mère. Donc à votre mère, vous devez dire la vérité. Donc cette femme a peut-être commis cette erreur avec cet enfant qui aujourd'hui a quasiment 6 ans. Et il va falloir tout refaire. Il va falloir tout refaire. Et maintenant, pour toutes celles qui sont enclins de passer à ce genre d'acte, parce que tous les jours ça se produit. Une fille, lorsqu'elle annonce la grossesse et le garçon lui dit c'est pas moi, elle cherche le premier avec lequel elle va s'envoyer en l'air et à qui elle va coller cet enfant. Moi j'ai deux préoccupations dans cette chose. Premièrement, oui. Elle a 17 ans. Non, elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans. Oui. Elle avait 17 ans. Plus 6 ans. Plus 6. Donc déjà 17 ans, déjà elle tombe enceinte. Oui. Où sont ses parents? Sa maman est où? Est-ce que quand elle vous a raconté l'histoire, elle nous a pas au moins dit où étaient ses parents? Bon, ne serait-ce pour son encadrement? Elle vivait avec ses parents. Alors quelques temps après, elle choisit de vivre seule. Écoutez, ça se passe comment? Vous et moi, on Non, j'ai compris l'histoire. Mais maintenant, elle choisit de vivre seule. Elle a fait 3 ans aujourd'hui. Oui. Elle est déjà mariée. Il y a beaucoup de mensonges. Ok, très bien. Allez, on va peut-être apprécier diversement l'histoire ce matin pour comprendre qu'est-ce qui peut bien pousser nos petites sœurs. Les hommes doivent être aussi intelligents, Michel. Vraiment, oui, lorsqu'une fille vient vous dire qu'elle est enceinte, prenez la peine de calculer. Oui, c'est vrai. Il faut être regardant sur certaines choses. Mais à un moment donné, la sincérité, on se pose des questions. Qui dit vrai, qui ne dit pas vrai? Karine, votre appréciation justement de cette histoire? Collez toujours vos enfants sur les gens. Karine, pourquoi vous soupirez? Il faut toujours coller vos enfants sur les gens. La seule chose qui ne trompe pas, c'est la nature. Parce que vous allez monter, descendre. Il y a une chose qui va vous rappeler à la vérité, à la réalité. Parce que la seule chose qui ne va pas tromper les gens, c'est la nature. Trompez votre mère, trompez votre père, trompez votre oncle, trompez votre mari, trompez même votre enfant. Mais la nature va vous rappeler à l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Vous savez, à 17 ans, on a beaucoup de rêves. Et l'un de ces rêves-là, c'est de réussir, d'avoir une carrière professionnelle, de se marier. À 17 ans, oui. À 17 ans, on a envie d'avoir le bac et puis de réussir dans sa vie professionnelle, aller à l'université et tout. Et c'est pour ça que vous voyez que les parents, à ce moment-là, commencent à vous appeler. Quand ils voient que vous commencez à marcher un peu avec les garçons, ils vous disent que, ok, je sais que tu as déjà quand même l'âge de parler avec les garçons, mais je vais te dire que la vérité, c'est que quand tu vas grandir encore davantage, tu vas arriver à l'université, après tu vas trouver ton travail, tu vas maintenant venir me présenter ton mari. Voilà comment les parents procèdent souvent pour certains parents. Maintenant, par rapport à l'histoire de ce matin, on comprend bien que je ne sais pas comment elle a été moulée, mais je pense qu'elle a laissé la peur prendre le dessus sur ses sentiments. Parce qu'à 17 ans, on a quand même envie que, même si on a un enfant seul, il faut quand même qu'il y ait un père. Même si le vrai père a disparu, elle s'est accrochée sur celui qui est arrivé. Comment est-ce qu'elle fait pour être en relation avec quelqu'un et commencer directement les rapports sexuels avec une autre personne alors qu'elle est enceinte? On ne fait pas ça. N'aurait-elle pas eu l'occasion d'aller dire on ne fait pas ça. Écoute, bien que tu t'en ailles, sache quand même que derrière... Monsieur Gachou, oui, on ne mélange pas le sang. On ne fait pas ça. Que vous êtes enceinte et vous passez encore, vous êtes des relations sexuelles avec une autre personne quand vous avez déjà un enfant dans votre ventre. On ne fait pas ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que le père de l'enfant pour se fortifier l'enfant. Si c'est avec une autre personne, ce n'est plus pareil. Monsieur Mbachou va vous expliquer après. Non, vous expliquez-nous, dites-nous ce que vous en savez. Ce que je sais et ce que j'ai eu des témoignages des membres de ma famille, c'est qu'on ne le fait pas. Et quand vous le faites, vous pouvez avoir des représailles sur l'enfant qui va sortir. Oui. Parfois, les enfants peuvent sortir mongoliens et autres parce qu'il y a eu un mélange. Oui. C'est ce que j'ai eu des explications. Maintenant, je ne suis pas traditionnaliste pour dire que voilà comment le processus se fait. Mais je sais que ça ne se fait pas. Et psychologiquement et moralement, pour quelqu'un qui a une conscience et une dignité, un certain respect pour sa personne, quand vous êtes enceinte, vous ne pensez à rien d'autre qu'à l'enfant qui est dans votre ventre. En fait. C'est vrai, ça fait que
Oui, oui. Je dis, même quand vous êtes enceinte et que vous n'avez pas voulu ce bébé, la seule chose qui est dans votre tête, c'est l'enfant si, je vais faire comment? L'enfant si, je vais faire comment? Il fait comment pour dire à maman? Il fait comment pour dire à papa? Comment est-ce que maman va faire? Comment est-ce que papa va faire? Est-ce qu'on va me chercher de la maison? Est-ce qu'on va. Voilà comment. Voilà ce à quoi on pense. On ne pense pas à il faut que je mette ça vite dans le dos de quelqu'un. On ne pense pas à ça. Parce que plus vous pensez à comment vous allez faire avec la famille, moins vous avez la force de faire ce genre de bêtises. Et du coup, vous finissez par dire la vérité à maman, raconter toutes les vérités. Mais cette fille, elle a choisi la voie de la facilité parce qu'elle est une manipulatrice à la base. Elle est manipulatrice parce qu'elle a réussi à manipuler quelqu'un en lui disant que c'est toi le père de l'enfant. Maintenant, quand elle voit que les choses sont plus sérieuses et comme d'abord elle ne l'aime même pas trop, elle ne veut pas s'engager, elle dit que je ne veux pas moi aller chez ta mère parce qu'elle sait que là-bas, on a fini par remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur l'enfant. Ce n'est pas notre sang. Il y a des choses qu'on fait chez nous qu'on ne fait pas. Il y a des choses et elle a préféré rester dans son coin et finalement elle s'est remariée, chance pour elle, sauf que dans ce mariage il y a encore du mensonge parce qu'elle ne dit pas la vérité. La vérité est la seule chose qui vous libère. À la base, très important, il faut toujours le dire. Charles Amel Mbachou, c'est une petite fille qui a eu un problème d'éducation. Les parents aussi ont une responsabilité dans ce qu'elle traverse, dans ce qui lui arrive. Comment vous appréciez On ne juge pas les parents, c'est vrai, mais Monsieur on se pose Michel, des questions quand même, non? Nous sommes là dans une famille Ezazou. Chacun n'est pas là. Nous sommes là dans une famille Ezazou. La fille n'est que la conséquence des actes posés par ses ascendants, c'est-à-dire sa grand-mère, sa mère. Elle n'est que le fruit de ce qui a été fait. Quand on voit le comportement d'un enfant, au lieu d'analyser le comportement d'un enfant, on commence par regarder celui des parents d'abord. À partir du comportement des parents, on peut déterminer effectivement le pourquoi est-ce qu'on arrive. Parfois, vous voyez, un enfant a un problème au commissariat ou dans l'école. Le parent arrive, il commence à crier plus que tout le monde. On dit qu'on comprend pourquoi votre enfant est comme ça. On sait de qui il tient. Et à fonction de ça, on adopte une résolution et on adopte une attitude pour la résolution de ce conflit parce qu'on sait que l'enfant n'est qu'une victime. Voilà une fille qui commence sa sexualité à 17 ans. Monsieur Michel Ngachou, quand la fille reçoit son premier chocolat d'un gars, le jour où la personne ne dort à la maison, elle saute comme une 10. Il faut avoir l'œil. Je vous dis, ce jour-là, elle n'a pas faim. Elle rentre tous comme ça, elle n'a pas soif, elle n'est pas là. Elle a ses yaourts, elle a son chocolat dans le sac. Et si elle fait les amis invisibles, il y a des messages. Vous la voyez comment ça s'est retiré de vous. Elle est dans la chambre, c'est des attitudes. Oui. La maman n'est pas là. La maman n'est pas là. Non, on n'a pas parlé du père. Excusez-nous, vous n'avez pas parlé du père. Donc, c'est une mère qui a élevé sa fille seule, qui frappait la poitrine que je peux élever ma fille. La fille est rentrée dans le système de la mère. Parce que les parents croient que quand ils jonglent, les enfants ne voient pas. Les plus grands psychologues sont les enfants. L'enfant fait la psychanalyse sur son père. Il sait qu'ici, là, pour lober mon père, je fais 1, 2, 3. Même si le père croit qu'il est chez moi. Il sera contre ça trop tard. Charles Amel ajoute les plus grands manipulateurs de conscience. De conscience, c'est les enfants. Donc la fille est rentrée dans le système de sa mère. Elle a compris. Vous allez fouiller cette fille, elle-même ne connaît pas son père. Cette propre fille ne connaît pas son père. Elle est entrée dans une succession où dès que quelqu'un a dit, appelle le papa. Oui, papa, il est parti. Quand le gars là-bas, un autre papa vient dire que l'autre là n'était même pas ton vrai père. Voici ton vrai père. Appelle le papa. Voilà des films que beaucoup de familles se retrouvent à vivre. La fille est rentrée dans le film de son père. Mais le drame, monsieur Michel Ngachou, j'ai vu les cinéastes camerounais s'intéresser à ce genre de sujet pour pouvoir concevoir. Parce qu'il y a tellement de sujets que la société camerounaise offre ces derniers jours. Voilà donc une fille qui décide, elle porte une grossesse. Elle n'a pas le courage de dire à sa mère. Il y a une rupture littérale entre les attitudes de sa mère et la fille. Ça suppose que la mère reste une étrangère aux yeux de la fille qui à un moment donné s'est dit, puisque ma mère vit seule, puisque ma mère vit dans le désordre, je vais moi aussi m'organiser, je ne veux pas que mon enfant souffre. Raison pour laquelle vous la voyez, elle a une envie de se marier, elle a une envie de se caser, 23 ans elle est déjà mariée. Sauf qu'elle traîne un peu. Mais mariée comment? Parce que... Non, monsieur Michel Ngachou, elle ne veut pas ressembler à sa mère. Elle est mariable, cette fille. Elle ne veut pas ressembler à sa... Elle dit non, je ne veux pas ressembler à ma mère. Il faut que je trouve un homme, genre dans un foyer. Elle décide de se désolidariser de sa mère, se désolidariser de tout, mais sauf qu'elle porte un colis, elle porte un bagage.
Comment assumer ce bagage? Deuxièmement, elle ne nous a pas parlé de sœurs, elle ne nous a pas parlé de frères, elle ne nous a pas parlé de cousins. Ça suppose qu'elle est peut-être unique à sa maman. Ça suppose quoi, monsieur Michel Gachou? C'est des analyses très simples. Ça suppose que cette fille s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Une copine lui a dit que dis donc, dose ça sur le premier venu. Dès s'il prend ça, parle. Moi, même pas en derrière, je dose ça sur le premier venu. Le gars arrive, ça devient ce que Dominique Audrey nous a dit, le coup d'un soir. Voilà le coup d'un soir où un individu derrière 2 ou 3 pots, on lui annonce que monsieur, vous êtes enceinte. Chemin faisant, au vu du développement de la grossesse, la naissance de l'enfant, il y a des choses. Vous, quand vous n'êtes pas le père de l'enfant, monsieur Michel Gachou, vous dormez, vous faites des cauchemars. Vous avez des bagarres, il y a des signes, monsieur Michel Gachou. Quand vous dormez auprès d'une femme dont vous n'êtes pas le père de l'enfant, oui, il y a des signes. Le gars lui dit, ok, pour qu'on soit sûr, va rester auprès de ma mère. C'était pas trop parce qu'il voulait, non. Il dit, va rester auprès de ma mère. Je veux avoir toutes les assurances que ce fruit est le mien. La fille a senti le flair parce qu'elle ne tenait pas sa mère et a vu sa mère à l'œuvre, dit que si je parle là, je meurs dans mon propre film. Mieux je m'oppose. La fille décide de s'opposer, ne pas y aller. Le gars lui dit, ça s'arrête là. Sauf que quand quelqu'un vient, elle n'a pas, comment on va dire, le courage et l'honnêteté de lui dire, écoute, je traîne un fossé. De peur qu'en lui disant que le faux que je traîne, le gars peut fuir. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue le mensonge. Je dirais tout simplement à cette fille, tu as commencé un mensonge. Tu as grandi dans ce mensonge. Ne fais pas comme certaines personnes qui présentent les enfants. Les enfants font au mariage à 20 ans, lorsque l'enfant a 20 ans. Je pense qu'il faudrait tout simplement dire à ton gars que voici ce qui s'est passé véritablement. Trouver le bon moment, le lui dire et te libérer. Et appeler aussi l'autre, c'est-à-dire le deuxième père. Appeler le deuxième faux père pour lui dire, comme tu es parti là même, c'est même bien. Je préfère pour te donner l'occasion. Sauf encore que sur l'acte de naissance, c'est le nom de qui est porté? Le nom du deuxième père. Attendons de voir ce que ça va donner. Et c'est très grave quand même, parce qu'on sait en même temps comment ça se passe dans notre société aujourd'hui. Bonbon Bengan Kandji, vous êtes patriarche en même temps, vous êtes chef traditionnel, vous êtes autorité, on le dit entre autres, mais surtout le regard que vous portez sur ces phénomènes qui sont aussi nuisible pour la génération, pour la jeunesse d'aujourd'hui. On a nos enfants qui nous regardent ce matin, on a nos petites sœurs qui nous regardent et qui sont très souvent confrontés à ce type de situation. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'interpeller les parents en leur disant il y a une éducation au mariage qui voudrait que nous préparions nos enfants plus au mariage qu'à les laisser justement tomber dans les travers comme celle-là? Oui, absolument. Mais vont les préparer au mariage comment? En allant voir le catéchiste ou l'imam. C'est tout. Voilà ce que vous appelez préparation au mariage. Or, le catholique, l'imam, le prêtre, le pasteur, ils ne savent pas préparer le mariage, ce n'est pas leur affaire. Ils vous amènent au ciel, ils croient avoir vu. Peut-être c'est l'occasion d'apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Revenez dans la tradition. Même Jésus vous dit, Dieu a dit quoi? J'ai envoyé le brebis perdu d'Israël. Non, il est venu sauver les brebis perdus d'Israël. Il n'est pas venu sauver le monde. Donc, on vous dit, quelqu'un est venu sauver les Juifs. Vous vous dites que c'est votre sauveur, tant pis pour vous. Non, ici, si vous voulez réfléchir ça, je vous ai dit dernièrement, méfiez-vous des femmes. Yeah. Méfiez-vous des femmes. Méfiez-vous des femmes. Je dis, quand on vous dit, cher ami, que d'abord aux jeunes garçons, que votre cœur ne flash plus. Si vous flashez, vous êtes mort. Voilà un boutoukou, il est mort. Le troisième mari, le vrai mari, il est mort. Un boutoukou, oui, parce que la fille risque de la malaxer, parce qu'elle est entretenue dans le mensonge, dans la manipulation, un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'est le genre de femme, comme si vous l'attrapez la main dans le sac, elle va nier. Donc il faut méfier. C'est pour ça que lorsque vous voulez entrer en relation avec une femme de relation sérieuse, renseignez-vous. Sa maman est même comment, sa famille est comment, renseignez-vous. On a vu des femmes qui n'ont fait que des garçons. Ils ont détruit leurs propres garçons. Elles ont détruit leurs propres garçons en faisant des propres garçons, justement parce qu'elles installent, c'est le genre de fille qui installe une rivalité. Je pense que c'est ce que sa maman a fait avec son mari, au point où elle chasse pratiquement son mari, elle s'accapare de la famille, des enfants et tout. D'abord, même l'histoire d'hier nous donnait une certaine orientation. C'est ça la femme, cher ami. Enfin, certaines femmes, tellement. J'ai dit la femme.
Même dans votre Bible, on vous a dit que Ève, comment? C'est elle qui est partie à goûter tout ce que vous voulez. Donc c'est la femme, méfiez-vous de la femme. Si vous n'entendez pas ça, nous les traditionnalistes, pour qu'on soit calme, on vous a dit, nous on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme, on laisse. Et Dominique vient de nous dire contrôler le cycle, ne contrôle pas, n'entrez pas dans ce schéma-là, laissez-la tranquille. Elle veut l'autonomisation financière, l'autonomisation. Elle a commencé par s'approprier son propre corps. Vous la laissez, elle gère. Mais vous, méfiez-vous. Vous voyez donc qu'elle ne s'embarrasse pas de mensonges. Je vais faire comment? Jusqu'au jour où le vrai père de l'enfant vient reconnaître son enfant, elle ne se dévoile pas et tout. Non. Et parce qu'elle est moulée dans les mensonges, elle va plutôt dire comment je vais mentir mon mari pour que je préserve le mariage tout en préservant l'autre. Ça ne peut pas marcher comme ça va vous rattraper. Donc la cause, c'est ce que Charles Hamel a dit, qu'elle attend un bon moment. Elle dit à son mari, chérie, j'avais une relation, en réalité qui m'avait accepté, mais dont la rupture était brutale. Oui. Comme je commençais cette histoire-là d'amour et tout, je suis tombé sur un deuxième à qui, en réalité, j'ai donné l'enfant, mais ce n'est pas lui le vrai père. Point. Mais lui aussi, il m'a envoyé balader. Bon, vraiment, cette relation, c'est son père. Voilà son père. Voilà. Donc, vous décrivez la situation de cette manière-là. Parce que comment se fait-il qu'elle, comme disait Karine Tonta tout à l'heure, qu'elle ne puisse même pas dire la vérité à sa maman? Ça veut dire qu'en fait, elle n'a même pas de refuge. Quand ça va donc se gâter demain dans le mariage où elle va se réfugier où? Il faudrait même voir que même le processus de sa dot est enclenché, entaché de beaucoup d'irrégularités. Qui a pris la dot? Donc vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est pour ça qu'on vous dit, renseignez-vous toujours. Avant de rentrer dans une relation sérieuse, renseignez-vous. Merci beaucoup, mon Bengal. Merci à vous, madame, monsieur. Êtes-vous d'accord avec les conseils de Mbomborg sur le plateau? Charles Hamel, Dominique Audrey Engelek ou Karine Santia? Vos propositions également sont attendues sur les plateformes 10-12, le Zénith ou encore Equinox Télévision. N'oubliez pas qu'un numéro s'affichera au bas de l'écran, madame, monsieur, pour vous permettre de rester avec nous en activité. La colère, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des indemnités de non-logement aux fonctionnaires déjà logés par l'État dans ce pays. Alors que le pays manque cruellement d'argent pour financer son développement, des milliards de francs CFA sont dilapidés dans des logements qui ne servent à rien au Cameroun. L'État a perdu environ 206 milliards de francs CFA à travers ces différentes transactions. L'État perd environ 1,5 milliard de francs CFA chaque année dans le paiement des 10 frais à des individus véreux. Voilà le trésor public qui ne sait à quel sens se vouer tant les caisses sont vides. Conséquence, on cherche, on farfouille là où on va aller racler les poches du pauvre consommateur que nous sommes. L'État camerounais perd beaucoup d'argent chaque année à payer des loyers sans contrat de bail pour des bâtiments de gens en ruine ou alors n'ayant aucune commune mesure avec la valeur de l'immeuble concerné. Après de récentes vérifications effectuées par le ministère des Finances, cette somme représente l'enveloppe annuelle que le Trésor public, par diverses manœuvres, continue de verser à 2156 agents de l'État. 2156 agents de l'État au titre d'indemnité de non-logement, alors que ces derniers bénéficient déjà d'un logement administratif. Vraiment, shame.
Savez-vous que dans le même temps, les mêmes vérifications du ministère des Finances révèlent que des personnes sont logées par l'État. 2141 personnes sont logées par l'État alors qu'elles sont inconnues du fichier des agents publics, soit alors que ces personnes sont déjà à la retraite, parfois depuis plusieurs années. Non, non, non et non, c'est inacceptable. Comment comprendre que depuis plusieurs années, l'État du Cameroun paye des loyers pour des logements administratifs à usage de bureaux ou d'habitation des agents publics qui sont inoccupés, bien que fonctionnels, soit carrément fictifs? On en compte à Douala, on en compte à Yaoundé, on en compte à Bafoussam, des fictifs, mais l'argent frais passe. Savez-vous que cette pratique a déjà fait perdre au trésor public la bagatelle somme de 206 milliards de francs CFA? Occupation irrégulière, non-respect de la destination contractuelle aux maisons louées des coûts exorbitants en violation de la réglementation sur les logements de fonction, créant chaque année un véritable gouffre à sous. Comment comprendre que ces propriétés de l'État sont l'objet d'accaparement par des occupants clandestins qui ne respectent aucune procédure? Comment comprendre que près de 750 logements administratifs soient irrégulièrement occupés par des fonctionnaires qui n'en ont pas qualité, avec à la clé des copines, l'Njomba, et les amis des barons de Yaoundé. 750 logements administratifs à Yaoundé. Beaucoup de Ndjomba là-bas. Ce sont des fonctionnaires. Rappelons-nous que nous étions en 2007, lorsque les équipes du MINCAF de l'époque, Pascal Anon Adibimé, s'étaient rendu compte que les descendants de Feu Charles Assalé, le premier ministre du Cameroun, continuaient à occuper sa résidence de fonction. Que Moïse Mouiché, l'ancien directeur du Sénat, lui aussi, la maison de fonction, alors qu'il n'était plus en fonction, retraité depuis, ou encore d'Isabelle Tokpanou, l'ancien secrétaire d'État à l'Éducation nationale, qui vivait toujours dans la résidence de fonction 10 ans après son départ du gouvernement. Elle est partie du gouvernement en 1997. C'est en 2007 qu'on se rend compte qui elle est toujours. Savez-vous que Paul Omba, ancien gouverneur de la province, bien qu'à la retraite, avait conservé son emprise sur son logement administratif, arguant qu'il était membre plénipotentiaire du comité central du RDPC. On n'a pas pu le mettre dehors parce qu'il était du comité central. Pourtant, c'est des logements administratifs. Rappelons-nous de la grosse querelle entre le jeune Belambela et Amatou Toumouna au sujet d'une maison de fonction ministérielle. Elle a dit, je ne sors pas, que le jeune Belambela se cherche. Il y a eu des bagarres, elle a fini par remporter et les autres restaient en spectateurs. Rappelons-nous de l'opération coup de poing menée par Abafoussam, par le préfet de la MIFI, Joseph Tangwa Fova, qui avait pratiquement jeté à la rue des retraités occupant encore les logements administratifs. Comment comprendre que ces gens vivent dans ce logement depuis plus de 20 ans après leur départ à la retraite? Savez-vous que la majeure partie des ministres qu'on a nommés dans le gouvernement de 2015 et bien avant 2015 sont restés à l'hôtel Montphébé pendant plus de 4 ans, occupant des suites payées par l'État camerounais parce qu'il n'y avait pas de logement administratif? Pourtant, les logements sont occupés par des individus. Point d'interrogation. Comment comprendre que tout un colonel de cette république ait réussi à confisquer un logement situé à Clignancourt, Paris 18e appartenant à l'État du Cameroun en France, à le mettre en location afin de jouir de sa retraite tout en logeant ailleurs avec sa femme? Ça ne concerne pas que le Cameroun. Rappelons-nous que le capitaine Emanet avait lui aussi confisqué un autre appartement de l'État du Cameroun qu'il avait par la suite transformé en crèche.
prétextant le fait qu'il avait perdu une jambe à la guerre. Savez-vous que l'État du Cameroun a d'autres appartements vides au 6e étage à la porte d'Auteuil? Savez-vous que l'ensemble des domiciles administratifs laissés par Amadou Ahidjo de l'autre côté de l'Hexagone sont aujourd'hui occupés à d'autres fins? Voilà comment l'État perd de l'argent. Voilà comment des sommes faramineuses sont perdues par l'État. Et je tiens à vous rappeler qu'à Yaoundé, l'ensemble de ces logements sont encore occupés par ces retraités parce que quoi? Un coup de fil de la présidence, messieurs, pardon, laissez-le, c'est la mort qui va les enlever là-bas. Messieurs, intervention sur intervention, pendant ce temps, l'État perd. Pendant ce temps, les pauvres Camerounais sont en train d'être taxés à gauche et à droite. Malheureux, malheureux de vivre au Cameroun. La colère est très forte ce matin, Charles Mbachou, on vous comprend très bien. Et puis, c'est assez compliqué quand même. C'est des réalités, et c'est de très grandes réalités, madame, monsieur. On le sait peut-être autour de vous, dans les différentes villes dans lesquelles vous vivez, ou dans les quartiers dans lesquels vous habitez également. Vous vous rendez compte absolument qu'il y a des faits comme cela à côté de vous. Mais dans la colère que Charles Mbachou a exposée ce matin, il y a une réalité, celle de l'ancien ambassadeur du Cameroun en France, qui, on le sait effectivement, avait pris sur lui de faire louer un certain nombre de domiciles, mais surtout, il a choisi de ne même pas habiter dans les domiciles qui lui étaient accordés par l'État du Cameroun, d'aller prendre d'autres logements ailleurs et se faisait un peu d'argent. C'est assez compliqué quand même. On va dire que c'est énervant quand même, Bonbon Bengan. C'est énervant quand on a des situations comme celle-là au Cameroun, où on estime que les logements administratifs censés être retrocédés aux fonctionnaires, aux ministres, aux hauts commis de l'État, etc. Une fois l'avoir occupé, libérez-la également pour donner la possibilité à l'autre de venir le faire. Et d'aucuns confisquent jusqu'à aujourd'hui. L'État est faible, l'État est complice, l'État est ignorante, c'est quoi? L'État fait dans la complaisance. L'État mène une politique à tête chercheuse. Donc l'État est devenu, j'allais dire, son propre vecteur du regret social. Donc, nous, pour dire qu'en fait, nous vivons dans une situation de non-État. Lorsqu'on procède par tâtonnement, on ne gouverne plus. Il y avait dans ce pays ce qu'on appelle ministère de l'urbanisme et de l'habitat. On a positionné pour des besoins politiques, des récompenses politiques ou politiciennes, on commence à sectionner les ministres de telle manière que jusqu'aujourd'hui, les attributions à donner au département ministériel n'est pas encore achevées. Le ministère de la Ville, qui avait pris une partie de ce ministère-là, a été détruite quelques années seulement après. On ne parle plus. Après, on parle du ministère du Développement urbain et de l'habitat. On vous parle du ministère des cadastres et ceci. Ce qui fait que le logement de l'État appartient à qui? Quel est le département ministériel qui gère le département? Donc, ça change au gré des remaniements ministériels. Ça, c'est ce qu'on appelle politique de tâtonnement. Et vous avez raison de vous énerver. Parce que, en fait, vous ne savez pas qui vous avez. Et pour le cas de Charles Salé, j'ai suivi, et bien d'autres d'ailleurs, même de l'ancien directeur du CNR, il vous dit, est-ce que c'est vous qui m'avez donné cette maison? Donc, quand vous venez donc, vous avez été logé par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Maintenant, le gouvernement a changé, les attributions aussi. Vous venez, vous qui êtes du ministère de la Ville, vous venez vouloir prendre, parce que le ministère, qu'est-ce qu'on appelait ville à l'époque? Ça aussi, ça cause problème. On l'avait circonscrit au niveau des 14, ce qu'on appelait à l'époque 14 communautés urbaines. Ça veut dire donc, quand j'ai un ministère de ville, pourquoi on n'a pas créé un ministère de village? Vous voyez comment ça commence à gérer. On vous dit le ministère des villes va gérer les agglomérations. Maintenant, le reste, alors, on fait comment? Vous voyez, ça devient un problème et c'est le tâtonnement. C'est ça qui crée l'inertie.
les goulots d'étranglement dans le management. Et le chef de l'État qui, lui, donne des attributions à ces départements ministériels est le premier à se plaindre, à faire comme si, ah non, la faute c'est les autres, alors que c'est lui qui a créé ces goulots d'étranglement et qui crée la politique d'inertie. Donc vous avez raison de vous plaindre aujourd'hui. Effectivement, non seulement la plainte est à fondée. Paris, par exemple, on a accusé l'ambassadeur n'avait pas raison, n'avait pas tort. Je peux vous retracer cet itinéraire-là, depuis Jacques-Roger Bobo, Salomon Bakoto, jusqu'à celui qui est là. C'est-à-dire qu'ils se plaignent, que ce soit le Philippe Bataga, qui était même l'ami personnel du président Biya. Mais l'ambassade commence à avoir des problèmes d'eau, bon. Au point où on changeait des ambassadeurs, c'était devenu invivable. Invivable, l'eau ne coulait plus, il y avait la pluie en terre partout et tout. Donc, et l'immeuble était plein, entretenu. Et pourtant, au point où même les autorités françaises ont commencé à blâmer le Cameroun pour cela. Et il en est de même aux États-Unis. Donc, en fait, lorsque l'ambassadeur prend son tour, celui de commencer à prendre les immeubles, et en commencer à discuter même ça, semble-t-il, avec une délégation de la première dame, mais passons. Donc, je veux dire, c'est cette politique de tâtonnement qui nous amène au gouffre dans lequel nous nous trouvons. Et on est quand même en droit de se demander finalement qu'est-ce qu'on fait de cet argent perdu ou encore de cet argent collecté par certaines personnes sans pour autant avoir une belle orientation dans les caisses de l'État aujourd'hui. Dominique Audrey-Yengelek, c'est un sujet qui vous interpelle vous aussi, parce que au moment où Charles d'ailleurs faisait sa chronique, moi je voyais un quartier à Yaoundé bien connu, je vois le quartier Cité Verte, qui est bien connu au niveau de Yaoundé, et juste au bas de la Cité Verte, il y a le quartier Madagascar. Donc le contraste qu'il y a entre Madagascar et la Cité Verte, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vivent dans la pourriture là en bas à Madagascar, dans, je vais dire, dans les zones marécageuses, et pourtant en haut il y a des gens qui occupent de façon incompréhensible des logements sociaux qui étaient réellement destinés à ceux qui sont plus pauvres aujourd'hui. Tanga Nord et Tanga Sud. Voilà. Oui, c'est comme ça. Vraiment, même ici à Douala, ça se voit. La colère de M. Mbachou, moi, m'a interpellée au niveau de l'affectation. Vous savez, à son époque, Amadou Ahidjo, le président d'Illustre Mémoire, avait déjà perçu cela comme un problème. Rendez-vous compte qu'en 1978, au mois de mai, le 2, si je ne me trompe, il a mis sur pied une circulaire qui marquait son mécontentement. Il était mécontent, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que au niveau des administrations publiques, les affectations se faisaient au gré. Parce que, de toute façon, les maisons qui sont occupées aujourd'hui sont des maisons qui sont affrétées pour des affectations. Si vous êtes à Yaoundé et quand vous avez travaillé à Bafoussam, il y a des logements qui sont prévus pour les fonctionnaires. Donc c'était pour ça qu'il y avait ces maisons-là, puisqu'on vous faisait partir d'un point à l'autre. Donc Amadou Ahidjo s'est rendu compte à cette époque-là que les fonctionnaires, au gré de leurs humeurs, soit refusaient d'aller dans les zones d'affectation, soit voulaient intentionnellement rester là où ils étaient. Conséquence, au niveau de l'administration, on observait des lenteurs. Et il y avait d'autres qui étaient mécontents parce qu'ils avaient l'impression que nous, on n'a pas le réseau, on n'a pas la possibilité, mais nous sommes contraints d'y aller. Donc, ils voulaient donc justement pallier à ce genre de situation, à ce 2 poids 2 mesures. Et dans sa circulaire, il a martelé que les affectations ne devaient pas être des sanctions disciplinaires. Si on avait un supérieur hiérarchique qui était pas content de l'attitude de son collaborateur ou de son subordonné, il n'avait pas à l'affecter. On a des affectations disciplinaires. Il n'avait pas à l'affecter simplement parce qu'il n'était pas content, puisque les statuts de la fonction publique prévoient des sanctions, donc il fallait simplement s'en tenir à ça. Et également dans sa circulaire, il martèle également que pour envoyer un fonctionnaire en mission, pour affecter un fonctionnaire, il fallait tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Il fallait tenir compte de la nécessité. Il fallait que le besoin soit impérieux pour qu'on affecte M. Ngachou dans la ville de Yaoundé pour qu'il apporte son expertise là-bas. Il fallait également tenir compte de l'environnement, de la famille. Est-ce qu'il y avait des enfants qui allaient à l'école? Justement, c'est pour ça que les affectations se faisaient pendant les vacances exclusivement. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, pour peu que vous ne soyez pas d'accord avec tel ou tel autre fonctionnement dans votre administration, vous vous retrouvez affecté. Et dans cette circulaire, il est également mentionné que le fonctionnaire affecté ne bénéficie que de l'argent des frais de transport journaliers. Que ce soit la nourriture et les frais de logement, on ne le leur donne pas en main. Ou bien, si on vous les donne en main, on les divise de moitié. Est-ce que donc ici, aujourd'hui, sur le terrain, c'est effectif? Non, parce qu'il y a eu un décret en 1994 qui est venu tout chambouler. Maintenant, on a apporté des aménagements et autres qui a créé l'embroglio. Au milieu de tout ça, ça devient des maisons pour les personnes du parti, ça devient les maisons pour les amis, les affectations. Vous voyez, un jeune étudiant ou bien un jeune élève nouvellement formé qui sort de l'école, qui va aller enseigner au niveau du Nord là-bas, qui n'a pas de frais pour se loger, au niveau même des remboursements qui sont obligatoires, parce que si le fonctionnaire donne de son argent pour se déplacer, pour se loger, pour se nourrir, il doit rentrer dans ses frais. Est-ce que ça se fait sur le terrain? Non. Donc c'est toutes ces choses-là qui pourrissent notre administration publique aujourd'hui. Merci Dominique, merci. Également pour ce point de vue, Madame, Messieurs, quel est votre point de vue à vous? Comment vous appréciez la colère de ce matin? Comment l'analysez-vous? On vous lira dans un instant. Une pause pour vous. Merci à vous, Madame, Messieurs. Continuons, bien évidemment. Bonjour. J'ai fait du bonjour chez vous. C'est l'habitude. Et voilà, nous ne sommes pas en radio ici, nous sommes en télévision. C'est 10-12 de Zénith à l'instant avec vous. Pour vous qui nous retrouvez, vous êtes les bienvenus, Madame, Messieurs. Et vous le savez, depuis ce matin, les Camerounais, pour beaucoup, ont choisi de se vêtir en noir. Pour ceux qui ont peut-être écouté un mot d'ordre initié pour cette semaine, nous, sur le plateau, avions choisi d'être en noir pour dire notre indignation, effectivement, quant à ce qui se passe dans les zones anglophones aujourd'hui et surtout à la suite de la mort de ces 7 enfants. Donc, pas de lien à faire entre l'appel d'un parti politique à demander à ce que les gens soient vêtus de noir aujourd'hui et nous qui sommes sur le plateau, qui sommes en noir depuis lundi et ce jusqu'à demain vendredi, nous porterons le noir. Pourquoi pas samedi aussi, puisque nous sommes justement en deuil. Charles même le disait pendant la préparation de l'émission que pour bien le faire, il faut l'être en 9 jours pour montrer qu'on est vraiment choqué et frappé. Bon, c'est Michel, je oui, vous en prie. Oui. Quel est le problème si, parce que le CPP a dit porter le noir, on porte le noir, parce qu'il y a un deuil et que tout le monde est touché par le deuil? Si le MRC dit porter le noir parce qu'il y a un deuil et que tout le Cameroun est touché par le deuil, où est le problème? Le problème, c'est que les Camerounais font des liaisons qui ne tiennent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Camerounais estiment que vous êtes homme de médias, vous n'avez pas de position et encore la profession ne permet pas qu'ils puissent avoir... Ça veut donc dire qu'on ne doit donc pas pleurer ces enfants? Non, nous pleurons sur le plateau. Nous pleurons avec les Camerounais qui pleurent. Bon, maintenant, il est important justement de dire aux Camerounais que ce n'est pas parce que nous pleurons avec vous que nous avons une appartenance particulière. Nous gardons cette notre neutralité, mais nous ferons... Mais si, c'est important. Lorsque les enseignants... il faut le faire parce qu'il y a des enfants qui grandissent, qui veulent être journalistes demain, et il faudra leur dire que la neutralité en journalisme est justement l'une des recommandations. Lorsque les enseignants vous êtes sûr que les journalistes camerounais sont neutres? Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui ne le sont pas. Lorsque les enseignants ont demandé qu'on porte le rouge pour les soutenir, moi j'ai porté du rouge. Ouais. Est-ce que ça veut dire que j'appartiens à quelques... Non. C'est parce qu'il faut soutenir des gens. Lorsque la cause est bonne, que vous soyez même pasteur ou bien je ne sais pas trop quoi, où est le problème si vous suivez? Et les jugements, les gens en émettront toujours. Que vous le fassiez ou pas. Monsieur Michel Ngachou, vraiment, j'ai l'impression que vous cherchez encore que j'ai l'AVC sur ce point. Non, monsieur Ngachou. Vous ne l'aurez pas, monsieur Ngachou. Vous ne pouvez pas souffrir de n'avoir pas de l'eau, de n'avoir pas une énergie de qualité, de ne pas avoir une prise en charge sanitaire convenable, d'avoir des crimes, une succession de crimes comme ce qu'on est en train de voir, et de ne pas choisir d'aborder, c'est volontaire. Parce qu'un bon bouquin rouge, il ne pleure pas. Le rouge signifie quoi chez les Africains, monsieur Michel Ngachou? C'est le sang. C'est même Bombo qui pleure ici sur ce plateau plus que vous et moi. Sauf que moi, je suis guillier.
Merci beaucoup. Oui, oui, il faut le dire, c'est des couleurs, la couleur rouge. Je crois qu'appeler, chacun pleure au fond de son âme. Chacun est en révolution. Tout Camerounais est dans la révolution. C'est parce que peut-être nous le voyons d'ici. Non, que quelqu'un cherche à allier mon noir à X ou Y. Seul moi connais pourquoi je mets mon noir. Très bien. En tout cas, c'est plus clair maintenant, Charles Membachou. Et nous revenons sur cette question d'indemnité de logement administratif, mais surtout d'occupation. Karine Santier, on ne vous a pas entendu sur la colère. Pourquoi? On vous écoute maintenant. Oui, on m'a pas entendu parce que c'était pas encore mon moment. En 2016, le préfet de la MIFI, notamment, M. Mbachou l'a rappelé, avait lancé une opération coup de poing pour déguerpir des personnes qui occupaient des logements administratifs depuis 20 ans et qui étaient en retraite pour certains. Et donc, ils se sont opposés. À Yaoundé, c'était aussi pareil, sauf que ces derniers-là réussissent parfois à former des syndicats pour s'opposer à la décision de l'administration de déguerpir de ces différents logements-là. Mais je vais vous dire que l'État du Cameroun perd beaucoup d'argent. C'est 206 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun perd par année, notamment en voulant... 206 milliards par année. 206 milliards par année, oui. Je sais que mes souvenirs sont toujours bons par rapport à cela. 206 milliards de francs CFA qui a été dépensé en perte pour des logements administratifs qui sont non occupés. Ça c'est pour l'année 2019. Comme pour vous dire que parmi ces logements, il y a 170 cas qui ont été détectés de personnes qui vivent dans des maisons, qui sont parfois retraitées, qui ont été... on parle quoi de M. Mbachou, de leur fonction, oui, relevés de leur fonction et qui continuent à vivre dans ces maisons-là. Il y a aussi que chaque année, n'est-ce pas, 4 milliards de logements sont en ruine. Les logements administratifs sont en ruine. 4 milliards de francs CFA sont dépensés pour l'entretien des logements en ruine, pour qui sont occupés sans contrat de bail. J'aimerais bien le rappeler. 4 milliards de francs CFA pour les logements en ruine sans contrat de bail qui parfois coûtent plus cher que la valeur normale lorsque l'État commence à payer. Il y a 1,2 milliard de francs CFA d'indemnités de logement qui sont payés pour des fonctionnaires qui ont déjà des domiciles. Ça fait que 2156 agents de l'État déjà logés bénéficient encore de l'argent de l'État pour payer des maisons alors qu'ils ont déjà des logements. Ça commence à faire trop. Monsieur Mbachou a soulevé ici le cas d'Amatoutou Mouna. Mais il faut dire que la personne qui allait occuper le domicile après elle, c'était le jeune Bela Bela. Elle a refusé de céder. Elle a refusé de céder. Peut-être c'est parce qu'elle savait qu'elle allait rester toujours autour du gouvernement, dans le sérail. Oui, certainement, elle allait rester dans le sérail. Ce n'est pas une fonction. Mais ce n'est pas une fonction d'administration. C'est pas une fonction administrative. Elle est comme tout le monde, elle est comme une observatrice. Parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans ces faits-là, c'est que non seulement l'État du Cameroun perd de l'argent, mais c'est coupé dans les caisses de qui? Du contribuable, du trésor public. Et c'est le contribuable qui renfloue les caisses de l'État. Donc, ils font tout pour manger sur notre dos, peu importe les circonstances. On va à Bafoussam, on veut retirer les gens dans les maisons. Ils disent qu'ils ne sortent pas parce que ils ont les contacts, parce qu'ils sont un syndicat, des faux syndicats concrets, parce qu'on veut défendre une certaine cause. Est-ce que vous savez que parmi tous ces fonctionnaires-là, ici à Douala, dans les camps SIC, l'État paye des logements alors que les gars ne vivent plus dans ces maisons-là et font ces maisons-là des locations? On met la maison en location, on va dans une autre maison et puis la personne continue à nous reverser de loyer. On est propriétaire des biens de l'État. J'ai envie de vous faire une virgule, Karine, puisque vous avez la parole, dire que le camp Siktinga à Yaoundé, pour ceux qui ont connu le camp Siktinga... N'oubliez pas Messa, ajoutez Messa. Non, je pense pas Tinga en fait, en face de la FECA Foot. Avant qu'on reconstruise ce camp Sik, effectivement, c'était le business. C'est-à-dire que vous occupez un espace, vous sortez, vous allez construire ailleurs, mais vous y laissez des personnes chez qui vous prélevez de l'argent mensuellement. C'est ce qu'ils font. Voilà. Et pourtant, c'est l'État qui prend en charge les dépenses de ces logements-là. Et parfois, le projet de la clé, quand on vous remet la clé, on vous dit non, c'est 2 millions. Parfois, on vous dit on va 2 millions. Parce qu'on sait que c'est un appartement, vous allez payer 25 000 francs mensuellement. Voilà, donc, vous comprenez que c'est très grave. Non, mais après, ça aide. J'ai l'impression que l'État entretient ça parce qu'il s'agit des petits copains. Parce que je ne pense pas que si c'était un individu lambda qui était là, on allait le laisser. C'est parce que c'est certainement quelqu'un qui occupe, parce qu'il vient du réseau de tel. Il y a des réseaux qu'on ne touche pas.
C'est pour ça qu'on les laisse. Lorsque vous voyez que, par exemple, une ex-ministre comme Amatou Toumouna décide de rester de rester dans un domicile pareil, comprenez déjà que les tentacules sont très longues. Donc vous touchez, vous risquez de perdre votre vie. Donc c'est pour ça que la plupart des personnes décident de s'enfuir, de laisser tomber. Elle était en fonction pendant un bon moment, elle a eu suffisamment d'argent, elle pouvait s'offrir une maison à son goût, entre autres, parce qu'elle a quand même la signature, comme on dit souvent. Alors quand on a la signature et que la maison qui a été cédée par l'État, vous demandons, habitez-y un moment. Le temps de votre fonction, vous avez le temps d'aller vous loger dans une nouvelle maison. Est-ce que vous savez que 2141 personnes sont logées par l'État alors qu'elles n'existent nulle part dans le fichier? Donc, 2141 personnes. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Ce ne sont pas des fonctionnaires, mais elles sont logées aux frais de l'État. Et je crois qu'on devrait se poser la question, est-ce que ce sont tous les fonctionnaires qui sont logés par l'État? Non, pas tous. Pas tous. Bon, quelle est la différence donc? Quel type de fonctionnaire devrait être logé par l'État? Parce qu'on sait quand même que les enseignants au Cameroun ne sont pas logés par l'État. Les proviseurs dans cette devaient être logés. De toutes les manières, tous les fonctionnaires ont dans leur salaire une prime de logement. Voilà. Maintenant, il y en a en fonction du grade, de la fonction que vous occupez. En plus de ça, vous devez avoir une maison. Vous devez avoir une maison de fonction. Comme on dit. Voilà, maison de fonction. Maintenant, Maman Toumouna, qui est même dans la succession de son papa, et tout ça là-bas que j'ai. Donc, l'élégance républicaine aurait même voulu. Mais comme elle a montré que le Premier ministre, vous pouvez même prendre une décision. Moi, je ne fais pas appliquer les décisions prises à la Cour suprême. Vous faites quoi? Merci. Voilà. Je voudrais demander, Charles Hamel, au vu de toutes ces réalités, est-ce que la ministre du Développement urbain et de l'Habitat aujourd'hui, en fonction, prend-elle conscience de ces réalités? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Remonter juste à Pascal Anon à Dibimé. Quand vous lui posez la question, il vous dit que vraiment, les gens de Yaoundé ici même, ils aiment mettre les gens dans les champs. On vous demande d'aller sortir déjà. Quand vous êtes devant le portail, un coup de fil sonnant, dit que non, sautez cette maison, battez. Vous vous êtes retrouvé là-bas, comment? Vous vous êtes retrouvé, monsieur, traversez cette maison. Vous raccrochez, vous traversez. Vous allez à l'autre maison. Même la maison là, traversez. Vous traversez la maison. À la fin, vous dites que mais voici le travail qui a été fait. On dit ça ne vous concerne pas. Rendez public juste vos affaires. Vous avez 750 maisons. Dans le projet d'Aïdio, il était prévu que chaque région ait au PAMO 1000 logements. 1000 logements en fonction de l'évolution démographique, en fonction des besoins. Il était question qu'à l'horizon 2040, il y ait 1000 maisons de fonction. À ce jour, l'État n'a plus de maisons. Vous avez des ministres qui vivent à l'hôtel Montfébé, sans publicité, M. Michel Gachou, qui résident parce qu'il n'y a pas de maison de fonction, parce que les maisons sont occupées par des gens. Et si Mimeni est resté membre du gouvernement, il n'a habité qu'à l'hôtel. Oui, voilà un exemple qu'il faut citer. Vous avez d'autres, M. Michel Gachou, qui sont chez eux. Très grave, hein. Ils sont dans leur domicile quand on les nomme, mais ils perçoivent avec l'alchimie gouvernementale et RDPCienne, ils réussissent à avoir, M. Michel Gachou, les frais de logement. Pourtant, ils sont chez eux, M. Michel Gachou. Pourquoi ne pas appliquer la même politique que le Rwanda? Vous êtes ministre, vous restez là-bas, dans votre maison de fonction. Lorsque vous vous déplacez pour aller travailler, on en a plein qui travaillent. Regardez, quand le chef de l'État se déplace, même en Guinée équatoriale, quand il va aller travailler, ces comités, ils déplacent ces ministres. Ils ont des résidences où ils travaillent, M. Michel Gachou. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à cela? Parce que nous avons ce type d'individus. Vous avez d'autres qui arrivent parce qu'il est le neveu de X, parce qu'il est le protégé de Y. Il vient, il dit, je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas habiter ici. Il va chercher des résidences à Bonaprison et Bonandior surévaluées par rapport à sa fonction. Un sous-préfet arrivé à Kribi, il a dit que la maison où son président était n'est pas de lui, il est resté à l'hôtel. Voilà. On l'a même agressé là quelques temps après. Voilà. Donc imaginez. Il n'avait pas encore 30 ans. Voilà. Donc il a dit, jeune administrateur civil. Voilà. Oui, il dit, je ne donc, vis il pas. a de grandes ambitions, de grandes je ne vis pas là, ça ne me ressemble pas. Il va chercher un truc à Bonandior. Il fait, oui, et on le paye, et on paye la maison. Donc, voilà comment l'État a laissé. Et Mbok a bien dit, quand on évolue par tâtonnement, on se retrouve là. Pourtant, l'État a des terres, M. Michel Gachou, l'État a des terres. Et pire, il y a des individus qui procèdent par achat à francs symboliques
la propriété de l'État. Sans qu'on ne parle de tripatouillage bizarre et compliqué. Je voudrais bien le... Et il y a ici, à On vous donne Douala, le quand la vous SIC, hein, entendez jusqu'à la parler de la zone Nylon, c'est une zone qui avait été aménagée par la Maïture, justement dans le but de loger l'État d'une part. Mais les gens ont pris. Front symbolique. Moi, je voudrais quand même rappeler que, je ne sais pas, il y a un système là qui est mis en place avec la SIC. Lorsque vous avez occupé une maison, je pense que c'est 20 ans, 25 ans, ça vous revient quand vous achetez. Non, il y avait une politique où on lançait par exemple Location-vente. Location-vente. Ouais. Non, il y avait des zéros, on va dire ça. Et comme il disait ça, obéissait à une politique. Parce qu'il y avait l'extension. La cité SIC, par exemple, de Douala ne ressemble pas à la cité des Palmiers. La cité des Palmiers, l'architecture de la cité des Palmiers ne ressemble pas à Bonamoussadi. De la même manière à Messa, cité verte et tout. Donc, à chaque moment, on imaginait une architecture pour montrer quelque chose. Mais le fil serait été que le Cameroun ait des maisons en briques. Donc, les cités SIC en briques et en planches. C'était ça dans la politique de logement. Quand vous trouvez une cité SIC en plante à Berthois, ou je ne sais pas moi où, même pour cette raison que si vous regardez certains bâtiments de la Sopecam, vous allez voir les briques. Et l'ancien ministère des Mines et de l'Énergie avait des bâtiments en planche. C'était un truc d'expérimentation pour que l'école des travaux publics d'une part et la MIPROMALO, la mission de promotion des matériaux locaux, puissent avoir de quoi se nourrir. Donc en fait, on aurait eu même ces entreprises étatiques qui devraient fonctionner normalement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Bonbon. Merci, Charles Hamel. La colère vraiment justifiée ce matin, dans l'espoir que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités, mais surtout que les 200 milliards perdus annuellement puissent revenir dans les caisses du compte du peuple camerounais. Et bien, quand on nous dispute demain que l'État n'a pas d'argent, on t'entend de tout faire pour avoir des taxes par voie numérique sur les téléphones, etc. Pourtant, vous avez de l'argent dans ces cycles-là. Charles Hamel a très bien dit, allez sortir les Ndjomba et vous regardez justement vos nombreuses maisons. Allez, 10-12 le Zénith avec vous, le talk show qui vous permet de mieux comprendre l'actualité, mais surtout de l'analyser avec une simplicité à nous de pareil. On comprend également les réalités du Cameroun. Karine Santia, on écoute et on lit nos téléspectateurs. Par rapport à la colère de Charles Hamel, Pianki le pharaon noir qui dit que parce qu'il y a plus de ministres que prévu par Aïdjo Amadou. Un autre message, jeudi, c'est quoi le sens de déclarer un samedi jour de deuil national? Qui travaille d'abord le samedi? On n'a pas dit jour férié. Malgré toutes ces vérités, les Camerounais restent amorphes, passifs. Ça me vient de croire que le peuple camerounais est ensorcelé. Un autre message ce matin. Les camps SIC, normalement, c'est pour les fonctionnaires et les personnels des entreprises publiques et parapubliques. Sorel Blanche Ndjike qui a écrit. Un enseignant a été tué en France. Macron s'est déplacé aux obsèques. Où est Paul Biya pour nos enfants morts innocemment à combat? Il faut peut-être rappeler qu'au moment où nous parlons en ce moment en France, il y a un attentat qui vient d'avoir lieu effectivement dans la ville de Nice. Et dans les heures qui suivent, effectivement, le président français, Emmanuel Macron, est en train, risquerait bien sûr de s'exprimer aux Français. Donc on parle encore d'attentat de ce côté-là. Et je rappelle que dans les heures qui suivent, ou peut-être ce soir encore, il s'adressera à sa nation. Malheureusement, au Cameroun, on a eu 7 morts à Kumba la semaine dernière. Jusqu'à présent, nous cherchons où est le président de la République de ce pays. Évoluons, Karim. Il faut une réforme complète de la forme de l'État. Détruisons tous et recommençons à zéro. Le camp SIC de Tinga est toujours un business. Les ministres ont leur appartement là-bas. Jobé Ambe qui a écrit ce message. Un autre message, mes frères, laissez les vraies choses pour débattre. Je ne comprends pas trop les messages. C'est vrai que Michel, je pense qu'on va passer à autre chose. Le problème, c'est que si le mec dit qu'il pleut et il pleut, vous devez dire qu'il fait soleil. Je sais pas trop par rapport à quoi. Il n'y a pas de message, il n'y a plus de message à lire. Peut-être on va revenir rapidement. Allez, mesdames, messieurs, bienvenue encore à vous et bienvenue à ceux et celles qui nous regardent. L'actualité est riche aujourd'hui au Cameroun concernant cette tuerie au niveau de
Kumba. Ces enfants morts nous interpellent encore. La conscience est là. Les noms, on se demandait hier s'il fallait les inscrire. Nous voulons d'ailleurs saluer le chef de l'État si jamais il nous regarde ce matin, parce que hier, en parlant de cela sur ce plateau, nous étions surpris qu'au 13h, qu'on nous fasse savoir qu'un communiqué a été rendu public et qu'une journée de deuil national a été décrétée. Va-t-on dire félicitations à l'équipe ou bien Charlamel, Bombok, Karine ou Dominique? On ne se félicite pas. On ne se félicite pas. C'est Parce que ça ne pas... ramènera Cher pas les ami, quand un enfant meurt, d'abord on ne mange pas, Ouais. on s'indigne. Ouais. Et il faut souvent écouter les discours de ses oncles. Monsieur là-haut. Donc vous vous dites en votre langage francisé, oncle maternel. Non, non. Voilà. Le frère du père, ce n'est pas un oncle paternel, c'est un papa. C'est votre papa. Donc les oncles du côté de maman. Quand ils viennent dire, vous avez commencé à tuer nos petits-fils, ça veut dire que vous avez planifié d'exterminer notre fille. Quel est le projet? Voilà. Donc, pendant ce deuil, donc, moi j'attends que samedi soir, le chef de l'État dise par exemple que cessez le feu pendant un mois. Je demande à l'armée de ne plus et d'organiser un corridor humanitaire pour faire, et que la commission nationale d'enquête sera constituée de quelques membres de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés, de quelques membres du REDAC, de quelques membres, je ne sais pas moi, de Un Monde à Venir, de quelques membres des dynamiques citoyens, du clergé, et je ne sais pas moi, de, comment vous appelez, le barreau du Cameroun, on voit quelques membres, la police, la gendarmerie et la sécurité militaire. Donc on constitue un collectif comme ça, des personnalités de tous bords, qui vont enquêter dans la perspective, donc le cessez-le-feu dans la perspective de mettre fin à l'option militaire. Très bien. Merci. Voilà beaucoup, ce Bombok. qu'on nous attend, parce que nous serons comparés à ce planteur qui veut renouveler sa plantation, mais décime sa pépinière. On ne fait que notre travail, notre engagement reste le même et nous poursuivons toujours cette mission chaque jour sur notre antenne, madame, monsieur. Merci de nous rester fidèles. La revue des réseaux sociaux, Karine Santia. Oui, premier sujet de la revue des réseaux sociaux, on revient encore sur les manifestations qui suivent après le massacre des enfants à Kumba samedi dernier. À Douala, les femmes ont manifesté hier vêtues de noir et de rouge au niveau du rond-point d'Eido, assises à même le sol. Elles ont été rejointes par un commissaire qui leur a demandé, qui leur a incité, notamment invité à rédiger une demande d'autorisation afin de pouvoir manifester, parce que les manifestations doivent avoir une autorisation. Sauf que lorsque vous vous invitez sur la toile, vous constatez bien qu'il y a des choses que les uns et les autres ont relevées. Au Cameroun, le régime des manifestations n'obéit pas à l'autorisation, mais plutôt à une déclaration. Est-ce qu'il ne faut pas faire un remue-ménage dans les administrations pour pouvoir refaire leur compréhension même de cette déclaration? Parce qu'on parle de déclaration chaque jour, mais ils finissent toujours par penser à l'autorisation. Voilà, les images sont là, on voit ces femmes qui pleurent, on voit ces femmes qui se lamentent. Et vous nous dites justement dans la préparation de l'émission que vous avez des images de ces femmes au moment de faire leur deuil. Elles ont été interpellées par la police, leur demandant de s'arrêter et de faire une déclaration. Oui, dans une première vidéo, oui. Voilà, très bien. Ici, on va écouter. permettre à la régie de nous faire écouter. D'abord, vous adressez nos condoléances aussi. Et compliqué pour manifester comme vous l'avez fait. Allez. Voilà, et là, il est en train de leur dire que pour manifester, il faut y déposer une demande d'autorisation. Et une femme s'est exclamée dans la foule en demandant une autorisation pour pleurer nos enfants, et toutes les autres ont enchaîné. On aurait bien voulu l'entendre larmes. dans ce vidéogramme, Le malheureusement. son ambiant n'est pas très agréable. On peut comprendre, aussi. très bien. Merci beaucoup. Allez, bon, Bengan, lorsque la femme pleure, lorsque la femme se lamente, et que la police trouve intéressant de venir leur rappeler que madame, mesdames, vous devriez faire déclarer vos lamentations. Comment est-ce qu'on qualifie cette police aujourd'hui? Est-ce que M. Mbagangele voit sa police aujourd'hui? Justement, lorsque vous êtes vous avez été moulé
dans le prisme de l'Occident, vous réagissez comme ça. Pourquoi la même police ne vient pas arrêter les gens lorsqu'ils vont descendre spontanément dans la rue après la victoire des Lions indomptables de la Coupe d'Afrique des Nations? Il y en a qui cassent même les voitures des gens, les marmites de leurs mamans, ils cassent tout, ils sont dans la voiture, la police ne les arrête pas. Pourquoi? Et ils ont déclaré la manifestation chez qui? Donc, c'est un peu malsain ce que fait la police là. Donc on aurait dû les encadrer. Quelqu'un, vous êtes quelque part, comme ce samedi là, on vous dit les enfants sont morts. C'est-à-dire ça devait même aller au marché, vous commencez à crier, ouais, vous comptez pas, la police vient vous arrêter, dit, vous venez, mais c'est quand même sérieux. Et en plus, on organise le deuil. Donc, les femmes attendent que le chef de famille parle. Le chef de famille ne dit rien. Il ne dit rien. Vous demandez aux femmes qui viennent de perdre les enfants de venir demander au sous-préfet que vraiment, monsieur le sous-préfet, nos enfants, nous voulons aller pleurer demain entre 10h et 11h à tel plan. Mais quand même, il faut être sérieux. Ça veut dire qu'en fait, on a enlevé l'humanité dans ce qui existait dans le corps des Camerounais. Ouais. On veut nous amener où? Nous ne sommes pas des zombies. Nous ne sommes pas des zombies. La police aurait mieux fait de laisser ces femmes-là encadrer, en attendant même, en veillant même à ce que les microbes et les mouches là ne viennent pas soutirer leur téléphone et tout. Donc on les accompagne, on les assiste même dans des deuils. C'est comme ça que ça se fait. Ça veut dire qu'en fait, il voulait dire que vos enfants meurent, tant pis, vous nous dérangez, allez chez vous. Voilà. C'est pas possible. Et c'est très dangereux. Justement, une question fondamentale aujourd'hui. Au moment où les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, sont en train de pleurer ces 7 enfants morts, on entend les voix de femmes se lever un peu de partout dans le Cameroun. Et on se demande, est-ce qu'on a une première dame au Cameroun? Est-ce que Chantal Biya a entendu le son de ces enfants qui pleurent dans le Nozo? Et justement, ça devrait donc être là. C'est-à-dire que la sortie, 2 femmes là devaient sortir, Madame Chantal Biya, Madame Niat Difendi, Madame Kavaye Djibril et tous les ministres du gouvernement devaient donc organiser sortir. Oui, mais précisément. Mais si vous avez ici dans le littoral, la femme du gouverneur devait donc venir. Si vous avez une première dame justement dans ce pays, on a une première dame, on se demande, est-ce que la première dame entend? Est-ce qu'elle a appris que 7 enfants sont morts? Même pas un communiqué, même le tweet on n'a pas vu, même pas un signe. Charles Amem Bachou, va-t-on dire justement que ces femmes qui pleurent, on doit s'en foutre d'elles parce que même celle qu'on appellera aujourd'hui la première dame n'a fait aucune réaction, aucune émotion, aucun ressenti, aucun signe. Finalement, avec qui vivons-nous? La femme, le Maurice, comme tu as sorti. Bonne question. Elle, on l'a bloqué. J'ai posé la question parce que j'ai posé exprès. C'est pas la question. Je te réponds. Si elles sont là maintenant, ce sera pour posé expressément la question. Elle est aussi en résidence à Sicile, en résidence comme son mari. C'est une bonne question. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que pendant que nous sommes en train de nous lamenter sur les décès, rappelez-vous sur les différents plateaux de télévision, des individus ont trouvé la force de continuer à condamner Kamto. Rappelez-vous. Oui, bien évidemment. Je me suis demandé, donc, ça c'est pour épouser la logique dans laquelle nous avons des policiers qui n'ont pas été formés dans l'accompagnement citoyen. Ils n'ont pas été formés pour protéger, assister, encadrer les populations, mais plutôt ils sont formés pour la répression barbare et sauvage, monsieur Michel Gatchou. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Je déplore. J'ai beaucoup d'amis dans la police, mais je suis obligé de dire que c'est ce vers quoi nous sommes en train de tendre en ce moment, monsieur Michel Gatchou. Vous avez des femmes éplorées. Vous avez des femmes blessées, monsieur Michel Gatchou, dans leur chair. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on inverse, que les hommes essayent d'accoucher, monsieur Michel Gatchou, pour connaître un peu la douleur de l'enfantement et tout cela. Non, monsieur Michel Gatchou, je le dis parce que une femme qui a accouché, qui voit comment on jette un enfant dans une poubelle, le ressenti de cette femme, personne, aucun être sur terre ne peut ressentir cela. Est-ce qu'elles vont nous dire, ou est-ce qu'ils vont nous dire, les policiers, qu'ils obéissent aux ordres?
Ce sera la question encore qu'il faut poser. Est-ce qu'un ordre, on ne peut pas dire à son supérieur que l'ordre que vous êtes en train de me donner, vous êtes en train de m'envoyer au feu? Au feu, on l'a vu à Bafang lors de la marche. On l'a vu à Bafang lors de la marche. On l'a vu à Kribi. On l'a vu ça à Kribi quand le super sénateur a giflé Mamie Classe. Il a intimé le commissaire de la garde. Quand la population a commencé à arriver, les éléments on te laisse le commissariat. Nous aussi, on a des enfants qu'on va élever. Il faut qu'on rentre chez nous. C'est là où le commissaire a pris Mamie Classe pour dire pardon, pas avec ta malchance. Donc, à un moment donné, il faut que les policiers deviennent humains. Qu'ils soient des êtres humains. Et qu'ils arrivent, ils voient ces femmes. Elles sont en train de pleurer. Elles avaient quoi? Je suis passé par là, j'ai vu ce qui est en train de se passer. Ces femmes étaient en train de pleurer juste avec des photos. Monsieur Michel Gadjou, elles se lamentaient. Et vrai, je croyais que c'était le Simon Lobisik. Je suis passé, ces femmes-là pleuraient, vrai. Non, il faut avoir l'esprit critique, c'est ça le journalisme, il faut avoir l'esprit critique. Ces femmes coulaient des larmes sérieuses. Et lorsqu'on a encore venu leur dire, non, ce n'est pas autorisé, il faut vous lever pour partir, c'est là où les sanglots ont dit, mais même pleurer, monsieur Michel Gadjou, ça revient à ceci, quand je vous serai en train de pleurer, on va venir guetter si comme on n'est pas passé par là. Un policier allait jusqu'à dire qu'on sait que le MRC va récupérer l'événement. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Parce qu'ils ont dit le MRC va récupérer ça pour organiser ces marches. Mais non. Mais non, arrêtons un peu ça dans ce pays. À un moment donné, quand il faut pleurer, pleurons. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Parce que qu'est-ce qui peut bien se passer dans les têtes des Camerounais? Non, mais c'est ce que je voulais vous dire. Qu'il y a une lamentation et que l'on trouve la parade pour dire que on sait que ceux vont récupérer pour faire. Et je vais vous dire, parce qu'ils sont allés jusqu'à dire plus loin que on sait que derrière ça se cache le MRC. C'est la nouvelle stratégie mise en place par le MRC pour pouvoir marcher. Mais je dis, ça se disait hier. Mais justement, par rapport à ces marches-là, monsieur Gadjou, on a vu les images aussi au 20h. Des femmes qui ont manifesté à Yaoundé, juste parce qu'elles étaient les femmes des ministres, les épouses de gouverneurs de la région du centre. Elles ont marché, elles étaient encadrées, il y avait la police tout autour. Elles s'arrêtaient au niveau de la place du défilé. Elles s'arrêtaient au niveau de la place du défilé. Elles s'assiedent, elles pleurent, après elles se lèvent, elles continuent à marcher. Comme ce n'est pas elles qui ont entamé les marches, ailleurs ça peut être récupéré. Mais elles ont le droit de pleurer, les autres non. Parce qu'elles sont des mères extraordinaires. Les autres ne peuvent pas pleurer. Elles ont marché. Hier, on nous a dit, vous n'avez pas le droit de marcher. On ne veut pas vous voir marcher. Éparpillez-vous. Éparpillez-vous. Ils sont sortis en trombe là-bas, de là où ils étaient. Non, on veut pas. On ne veut pas. Écoutez, il faut aussi nous comprendre, vraiment, ce sont les instructions, gna. Mais quel genre d'instructions? Vous interdisez aux gens de pleurer leur Monsieur Michel Gadjou, on ne peut pas en vouloir les policiers qui étaient sur le terrain, ils ont reçu des ordres de leur hiérarchie. Quelle est donc cette hiérarchie? C'est Yaoundé, il faut maintenant essayer d'étendre. Alors, justement, lorsqu'on pleure ces morts, que l'on vienne vous saisir comme c'est le cas, les femmes doivent-elles libérer ce pays ou pas? Parce que quand j'interpelle ici la première dame, lui demandant, mais est-ce que vous êtes vivante? Si ça avait été votre enfant, comment est-ce que vous aurez agi? On sait que forcément que le Cameroun, on ne serait plus où nous en sommes aujourd'hui. Non, mais c'est pour faire les dons. Non, mais on n'a pas besoin de dons. On veut voir une maman qui se lamente, qui se dit quand même, il y a des enfants qui sont morts. Ça aurait été celui qui avait moi à la maison, on sait que de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Michel Gadjou. Oui, Dominique. Le premier tweet de son mari, à la fin, parle de compassion émue de mon épouse et moi. Oui. C'est suffisant. C'est suffisant, non? C'est tout ce qu'il fallait. Elle me met dans son tweet, elle me met dans son compte Twitter, non? Est-ce qu'on va comprendre les gens à bâtir? Aujourd'hui, l'histoire met à nu les visages de tous et de chacun. Les personnes qui vont se sentir du de ramener la paix, que ces personnes s'investissent. Et maintenant, le reste, on aura le temps qui va nous servir de tribunal. C'est là que nous tous, on passera là-bas. Michel Gadjou, qu'est-ce que vous avez fait? On va vous juger par rapport à ça et votre descendance le saura. Monsieur Mbachou a déjà proposé pour la reconstruction et la réconciliation un cimetière national où giseront toutes ces personnes-là. C'est là-bas. La poubelle de l'histoire. Moi, je crois que les femmes ont la possibilité. De libérer les femmes ce pays. peuvent libérer le Cameroun. Oui. Et sachez qu'aujourd'hui, on est prête à se déshabiller. On est prête. Pour empêcher qu'on pleure, on se met à poil. Oui. Ah non, pas à poil quand même. Oui. Il y a 3 façons de mettre un enfant au monde. Vous avez un sous-vêtement. Michel Gadjou. Vous avez
Quand vous mettez un enfant au monde? Alors, Sur la table d'accouchement, je voudrais peut-être pas que la femme que vous êtes ce matin. interpellé à ce qui paraît, je ne sais pas si cela sera encore possible. Il semblerait qu'il y aura une grande manifestation à Bertois samedi. Oui, une grosse manifestation à Bertois où il y aura des dons qui seront faits au nom de l'organisme de la mère. Oui. Donc pendant que C'est nous là-bas que les enfants sont morts. c'est pendant que nous pleure, il y aura une grande manifestation annoncée à Bertois Je vous ai parlé des avec dons. les dons et tout ça. Elle a commencé en Gaoundéré, l'organisme a commencé à faire les dons en Gaoundéré par rapport à la rentrée. Et ils vont continuer à Bertois. Donc peut-être attendez, d'ici la fin de l'année, va arriver à Kumba, peut-être. Karine, c'est ahurissant. Nous vous écoutons. On prend cette fois-ci la sortie du pape François qui condamne le massacre de Kumba dans une déclaration sur le meurtre. Hier notamment, il a souligné notamment son grand désarroi par rapport à l'assassinat de ses enfants, une grande consternation face à un acte aussi cruel et insensé qui a déchiré la vie de petits innocents alors qu'ils suivaient les cours à l'école. Et c'est une sortie du pape François qui ne fait pas trop l'unanimité sur Internet. La toile s'indigne notamment en disant que comment quelqu'un qui lui-même ne fait pas l'unanimité peut décider de s'indigner par rapport à des crimes. Est-ce que son indignation est sincère? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça date. Ça fait 4 ans qu'il y a ces massacres, bien sûr, dans le nord-ouest, le sud-ouest Cameroun. Aujourd'hui, on ne parle pas de ce qui se passe dans l'extrême nord du Cameroun avec Boko Haram. L'Église catholique ne se prononce presque pas. Peut-être, on va dire au niveau national, l'Église s'est prononcée quelquefois. On a eu d'ailleurs Abraham Comé qui a fait une sortie récemment. Pourquoi attendre toute cette période? Pourquoi ce n'est que maintenant que le pape se réveille et pense à Kumba? Il y a eu une garboute. Et même parlant justement de ce pape, qu'est-ce qui interdit même dans ce pays, Mbombo Bengan, au clergé de se lever, d'organiser une marche pour dire également son indignation face à une barbarie, à la tuerie? Est-ce que l'Église n'est même pas complice en réalité même de ce qui se passe aujourd'hui? Mais on a déjà tué les religieux dans ce pays, ils ont fait quoi? Le dernier en date, c'est Monseigneur Bala. Ils n'ont rien fait. L'Église est dans une collusion incestueuse avec le pouvoir en place. Et ce qui se passe en zone anglophone au Cameroun, l'Église est partie prenante de ça, de ce qui s'est passé pendant des orientations de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'Église catholique qui a aidé l'État français à procéder à la partition du pays, notamment en 1954. Cette Église catholique, les évêques de cette Église-là, accompagnés par Monseigneur Lefebvre, et ils avaient tenu une réunion en Kouaban, où ils ont insulté l'Union des populations du Cameroun en lui taxant de tous les noms d'oiseaux. Donc, aujourd'hui, il faudrait que cette Église-là est embarrassée entre l'homosexualité que sa fille aînée, qui est la France, lui a envoyée, et les exactions que l'autre fils, parce que là, Monseigneur Thomas Mongo et Ndogmo avait d'ailleurs demandé en 1959 qu'on place le Cameroun sous la protection de la Vierge Marie. Bon, heureusement que ça n'a pas été adopté comme ça. Donc, oui, mais il faut le dire. Donc, en réalité, cette Église veut se racheter. Non, mais ce n'est pas mauvais. Nous sommes en train de pleurer. Et même ceux qui nous ont causé la désolation viennent pleurer avec nous. Permettez quand même qu'on les regarde avec une certaine circonspection. On les regarde de loin. La question, est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Puisqu'elle était partie prenante. Cela. Donc, l'Église, et Oumniobe avait répondu, et les religions au colonialisme, vous faites quoi exactement? En leur rappelant une certaine disposition biblique, la Bible que je ne connais pas beaucoup. Mais apparemment, l'Église est du côté des pauvres. Maintenant, c'est parce que les enfants sont tués que moi, j'aurais attendu cette Église catholique romaine venir donner son soutien à Christian Toumi, qui, avec les autres leaders religieux, avait voulu organiser quelque chose, notamment la conférence générale des anglophones, pour cesser cette tuerie-là. On n'en serait pas là. Le pape est resté muet comme une carpe. Comme une carpe, alors que le seul cardinal qu'il y a au Cameroun, c'est Toumi. Pourquoi ne l'a-t-il pas soutenu?
Mais donc, moi, ces pleurs-là, en vision... Devrait-on justement valider les pleurs du pape Oui, les pleurs du pape aujourd'hui, l'indignation du Vatican en tant qu'institution, en tant qu'État, en tant qu'Église. Les Camerounais reçoivent ça comment? Vous recevez ça comment, Dominique Côté? Les pleurs et les larmes et les indignations ne m'émeuvent plus. Certains ou tous? Toutes les indignations, toutes les ça n'émeut non, plus. précisément celle du pape là. Non, Michel, lorsqu'on a fini de pleurer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Qu'est-ce que l'Église ou bien Dieu qui représente sur terre entend faire? Il a donné le mot d'ordre de manifestation à ses représentants, aux représentants de l'Église ici au Cameroun? Non, je ne pense pas. Donc, lorsqu'il a fini de pleurer, il ne fait rien. Donc maintenant, les gens qui pleurent simplement pour pleurer et qui ne manifestent pas la douleur, ça ne sert à rien. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'est pas différent de tous les Camerounais qui sont en train de pleurer. Et Che Guevara l'a dit, si on n'a pas le courage de se rebeller, vraiment ça ne sert à rien de se lamenter. Si vous n'avez pas le courage de dire que vous n'êtes pas d'accord pour que les enfants meurent pendant qu'ils vont à l'école, pendant qu'ils sont en classe, vous n'avez pas le droit de pleurer. Et il disait en plus que le présent est fait de lutte. Le présent est fait de lutte. Et l'avenir nous appartiendra. Très bien. Merci à vous, madame, monsieur, de nous rester présents. Mais on va comprendre la sortie justement du gouvernement hier. On va vous lire un extrait dans cette sortie, justement du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, qui, dans cette sortie, justement, communiqué presse, il dit « Le ministre de la Communication porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le nommé Coiffon Luciano Sunjo, inspecteur pédagogique d'économie pour la région du Nord-Ouest, a été froidement assassiné à Bamenda dans la nuit du 27 octobre 2020 par des individus armés non identifiés. » Des recherches actives se poursuivent en vue de la mise aux arrêts des auteurs de cet assassinat d'un autre membre de la communauté éducative. Alors, d'aucuns ont qualifié cela de petit mensonge du ministre de l'administration territoriale. Et aujourd'hui, on dit bien, l'inspecteur pédagogique Coiffon Luciano n'était pas en service dans le nord, dans la région du Nord-Ouest, mais plutôt à l'ouest Cameroun, mais résidait à Bamenda. Le jour de son décès, il avait effectué une mission d'inspection pédagogique à Baham. Donc, voilà des petits détails qui permettent de juger le sérieux d'un gouvernement. Madame, Messieurs, restez des nôtres. Le Cameroun nous appartient. On va le reconstruire ou pas? On n'en reparle dans un instant. Bienvenue à ISPA. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Allez, nous saluons Consti Lamine qui est venu ce matin. Bonjour Consti. Alors bonjour Michel Gathiou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les étudiants du côté bien sûr de ISPA. Bonjour à tous ces parents qui ne cessent de faire confiance au concept Salaka parce que ces parents ont compris que tout ce qui est présenté par le concept Salaka est de très très bonne qualité. Et parmi les partenaires du concept Salaka, il y a bel et bien cette école supérieure en plein cœur de Yaoundé au quartier Nkomkana, à savoir l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans. Cette école supérieure qui a plusieurs années d'expérience, cette école supérieure qui offre le meilleur de la formation aux étudiants en cycle BTS, licence professionnelle, master professionnel pour la section francophone, en cycle HND, Bachelor Degree Professional Master pour la section anglophone. Cette école supérieure propose plusieurs filières de formation, notamment 12 filières de formation pour la section francophone et 9 filières de formation pour la section
anglophone. Alors, pour cette rentrée académique 2020-2021, les inscriptions se poursuivent tous les jours de lundi à samedi, que ce soit en cours du jour et en cours du soir. Et je tiens toujours à rappeler à tous ceux qui nous regardent ce matin, choisir une école supérieure, c'est bien, mais choisir une école supérieure qui vous permettra d'avoir le meilleur de la formation, c'est encore mieux. Parce que de plus en plus, les chefs d'entreprise, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, ne regardent pas que le diplôme. On regarde également dans quelle école vous avez reçu la formation, parce que c'est important. Parce que de plus en plus, on a constaté qu'il y a des gens, malgré leur diplôme, n'ont pas une très très bonne formation, alors que du côté de ISPA, nous associons la formation théorique, la formation pratique, question de permettre à tous nos étudiants d'être des leaders. Raison pour laquelle j'ai décidé personnellement d'être le communicateur de cette école supérieure qui offre de plus en plus une formation de qualité à tous ces étudiants. C'est donc l'occasion plus que jamais de rappeler à ceux-là qui tiennent encore le pas, de rappeler à ceux-là qui se posent la question où est-ce que je vais poursuivre mes études supérieures pour cette année académique 2020-2021. La réponse, c'est du côté de ISPA, au quartier Kamkana, en face de l'immeuble Macabo. Et je ne saurais continuer sans remercier déjà la présence au sein de notre campus des étudiants gabonais, des étudiants tchadiens, les étudiants centrafricains et même les étudiants ivoiriens qui ont fait confiance à la communication du concept Salaka, qui sont partis de leur pays et qui ont choisi le Cameroun pour avoir une formation de qualité. Merci à tous ces étudiants étrangers et bienvenue à ISPA. Et je ne saurais également oublier les étudiants camerounais, ceux-là qui ne cessent de faire confiance à l'Institut supérieur universitaire bilingue, les Armandais. Alors, pour cette année académique 2020-2021, il y a tellement de cadeaux, il y a beaucoup d'avantages avec le concours de la réalisation. Nous allons rappeler à tous ceux qui s'inscrivent, une fois de plus du côté bien sûr de ISPA, vous allez recevoir ce magnifique laptop qui vous sera présenté tout à l'heure. Voilà, ce laptop est remis gratuitement à tous les étudiants. C'est un don du chef de l'État camerounais. Ça montre combien de fois cette école supérieure est reconnue par l'État du Cameroun avec les partenaires étrangers. Donc tous ceux qui vont s'inscrire du côté bien sûr de ISPA vont en plus d'un taux de scolarité très abordable, en plus d'une très très bonne orientation, vont recevoir gratuitement ce magnifique laptop qui leur permettra non seulement de faire des cours à distance, mais également de faire des cours sur place. Donc, chers parents, chers téléspectateurs, c'est Consti Lamine qui vous parle une fois de plus ce jeudi matin. Écoutez-moi très bien. Allez à ISPA et vous allez bénéficier d'une formation de qualité. Nous sommes à Yaoundé, au quartier Kamkana, en face de l'immeuble Macabo. Les inscriptions se poursuivent tous les jours de lundi à samedi, que ce soit en cycle BTS, licence professionnelle, master, HND. Merci. Tout ceci, c'est du côté bien sûr de ISPA, immeuble Macabo. C'est à Yaoundé, au Cameroun. Merci Consi Lamine. Merci à vous. Allez, voilà, on va poursuivre l'émission avec vous, madame, messieurs, juste pour interpeller les uns les autres aujourd'hui sur quelles sont les différentes propositions que nous pouvons nous aussi faire en tant que Camerounais pour une sortie de crise véritablement dans le Nozo. Karine Santia va peut-être reprendre des messages pour lire les Camerounais qui assurément se sont exprimés sur tous ces sujets pendant cette émission. Nous vous saluons de l'endroit où vous êtes. Nous saluons d'ailleurs tous les Camerounais qui sont à l'étranger et qui nous regardent et qui pour beaucoup, ce n'est qu'en soirée, une fois rentré à la maison, qu'on peut nous regarder sur les différents canaux de communication, notamment sur YouTube. Allez simplement taper 10-12 le Zénith ou encore les différentes émissions d'Equinox TV. Voilà, pour rester en phase avec le Cameroun et garder bien évidemment la belle température avec le Cameroun. Le temps pour Karine Santia de se retrouver dans ses écrits. On rappelle simplement que à Bouya, un pasteur soutient 800 millions de francs CFA à ses fidèles et s'est fait arrêter bien sûr à l'aéroport de Douala. Et pour ce dernier justement nommé Samuel Molombe, pasteur de l'église Chris Light Assembly à Bouya, qui a été arrêté par les forces de sécurité bien sûr à l'aéroport de Douala, selon des informations. Bah ouais, oui, effectivement. Les voix du Seigneur sont insondables. Il a invité ses fidèles effectivement à faire des versements un peu comme Mekit et consorts dont on parle aujourd'hui. Il fallait faire des placements, ça devait générer beaucoup d'argent et par la suite, le mec a voulu prendre la poudre d'escampette. Allez, les messages Karine. Un an rien à cirer
Leurs enfants sont tous en Occident, dans les gros hôtels. Ceux qui sont au Cameroun sont dans les grandes écoles avec les gardes du corps, les cousins, cousines, et sont avec eux. Donc, elles n'ont rien à pleurer. Ça, c'est par rapport à la marche. À l'interpellation justement des femmes, des femmes ministres de ce pays. Jusqu'à se moquer des enfants lâchement tués ainsi, c'est horrible. Certains Camerounais ne sont plus des humains. Même pour pleurer, on interdit. Je vous dis, ces gens ont un mépris terrible envers le peuple. Donc, notre message ce matin. Donc, vous ne savez pas que la première dame vit depuis en Chine, d'accord. Je vous assure. Non, lisez-nous le message, lisez-nous les messages. Donc, vous ne savez pas que la première dame vit depuis en Chine. Elle a quitté votre laid pays. Je vous assure, le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Il n'a jamais aimé le Cameroun. Si Paul Biya n'est plus le président de la République aujourd'hui, je vous assure, cette crise va finir. Il n'y a pas de problème pour le Nozo. C'est le fédéralisme. Bon, c'est un point de vue justement de téléspectateurs qui lui pensent que c'est Paul Biya, mais bon, c'est son point de vue. Voilà. Non, mais il faut dire que Paul Biya connaît le problème. Il connaît et il a eu un ancien collaborateur qui lui a demandé de le mettre en mission pour résoudre ce problème. Aboué Machoyi, il n'a pas voulu le faire. Donc, il sait, s'il a pris l'option militaire, il sait pourquoi. Et on lui a dit que l'option militaire ne résoudra pas le problème. Ça va nous amener désolation en désolation. Les messages, Karine. Monsieur Mbachou, bientôt on va demander une autorisation pour se marier, faire des enfants, voire même draguer. Taxe oblige. Peter Aaron. Ce qui arrive est le résultat du laxisme du peuple et des pseudo-chefs. Tous les Camerounais dont des mécréants, le régime seul est élu de feu. Dixit Atanganji. Romains 13, versets 1 à 5. Un autre message, les hommes d'église qui marchaient avec les fidèles après la messe dimanche avaient fait quoi pour être stoppés? Le problème, donc la députée Nourane Foster est allée à la poste centrale allumer les bougies avec les photos de ces innocents. Pourquoi on n'a pas parlé? Ils n'ont pas parlé. Donc si je comprends bien, mes frères qui font souvent les processions lors des deuils doivent dorénavant obtenir une autorisation pour pleurer leur mort. Un gros n'importe quoi. Mais comme Chalamel le disait tout à l'heure, peut-être la crainte, c'est que même quand vous faites votre manifestation familiale, on a peur que le MRC récupère. C'est peut-être ça le problème. Voilà. Bon. Parce que vous savez qu'ici, nous sommes à Douala et le vendredi, généralement, ils ont des processions qui font... Non, c'est jeudi. Voilà, ici. Oui, les habitants, les Doualais en réalité. Oui, et pas seulement. Voilà. Ils font des processions, c'est des rituels. Parce que très souvent on les voit, on dirait qu'il y a des rituels. C'est un rituel traditionnel d'accompagnement du corps. Effectivement. Mais sauf que les gens organisent ça pour arriver au domicile du défunt, passer la veillée, ressortir le matin et le chahut et tout ça. Et le téléspectateur dit justement que ça veut donc dire que toutes ces processions vont aussi devoir déclarer, puisque c'est une façon de pleurer aussi. Oui, mais en même temps, il faut toujours signaler parce que très souvent, moi j'ai vu la police aussi les encadrer. Effectivement, oui. Non, c'est quand c'est un cadre. C'est quand c'est une autorité. C'est là vous voyez, et parfois quand c'est des familles nanties, elles demandent l'assistance et elles vont payer. Voilà. En tout cas, on va se dire merci d'être là ce matin. On va vous dire merci à vous, Nico Drewi. Bon, Bengan, qui est tout vêtu de rouge aujourd'hui. Nous précisons justement que Mbok est vêtu de rouge parce qu'il dit bien garder l'esprit du sang. Oui, le sang a coulé, le sang qui a coulé. Et depuis 4 ans, je le répète, j'ai dit le ciel du Cameroun s'est assombri, le sang va beaucoup couler. Ceux qui disent que les autorités traditionnelles font quoi? Nous avons donné des orientations à ceux qui dirigent ce pays et ils vont assumer la pleine responsabilité du sang qui coule. Merci. Merci beaucoup, Mbok. Et
Il faudrait plus que le sang coule parce que c'est ce Non, qu'on il veut. faudrait Faut plus que ça justement, coule. on leur a donné la proposition pour comment faire pour que le sang des Camerounais ne coule plus. Et ils ont ces propositions surtout, avec eux? les Camerounais contre les Camerounais, Oui, c'est il a malheureux. Vous réitéré. les avez Ah, envoyés à c'est le qui? fait, Au chef par de l'État? exemple. ou Oui, bien? absolument. Et il y a tous ceux qui représentent. Quand j'interpelle M. Nyadji Fendi, je sais de quoi je parle. Très bien, merci. Merci beaucoup, merci Karine, merci Chalamel. Nous vous rappelons, madame, messieurs, que nous étions ce matin avec Emmanuel Wapi à la réalisation, Cédric Chouna au son et bien sûr Farel Bounia, Spirit, ouais, aux caméras. À demain, avec le même plaisir.